Bonsoir. Longtemps considéré comme un tabou, l'ethnofascisme prend de l'ampleur dans nos habitudes sous la forme la plus détestable qu'est le tribalisme. Attitude amplifiée par le discours politique qui tend à mettre en avant la primauté de la tribu sur l'intérêt général, fragilisant par là même l'unité nationale. Entre le solar Betty, détenteur du pouvoir politique, le sale commerçant bosniaque Bamileke, le Wadjo bête et chasseur de bœuf, le sauvage Bassa permanent détenteur de timbre, le paresseux et gigolo Douala, l'ignorant Bamenda toujours sur la gauche, on se perd en conjecture. En cette année électorale, le discours haineux se propage à la vitesse grand V, aidé en cela par les réseaux sociaux s'expriment à longueur de journée, certains acteurs, dont des leaders d'opinion. Pour tirer la sonnette d'alarme et inviter les uns et les autres à plus de retenue, nous avons donc choisi de mettre la question en débat ce soir pour en comprendre les raisons. Avec Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, Célestin Jamen, André Lutarmeka et Fidèle du Messier, nous aborderons la question en thème principal, politique, comprendre la montée de l'ethnofascisme dans le débat. Mais avant nous reviendrons grandement sur le rapport de la commission Moussongé. La Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme vient d'achever une série de consultations dans le Nord-Ouest en vue de trouver une solution de sortie dans la crise qui, depuis 2 ans, perturbe les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous aurons en primeur, dans cette émission, les grandes lignes du dit rapport. Nord-Ouest, Sud-Ouest, la commission Moussongé sur le grille, c'est l'intitulé de ce thème-là, et si le temps nous le permet, nous ferons un léger décryptage autour du curieux fait de société qu'on a pu observer la semaine dernière. Un étudiant assassine et mange sa victime à Bouddha dans des circonstances bien curieuses. Bonsoir Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Bonsoir Dipita Tongue. Dipita Tongo. Ah oui, Tongo. Vous avez commencé de l'ethnofascisme sur mon nom. C'est très vite parti. Non, c'est que j'ai pensé à Tongue. Et pourtant nous sommes du littoral. Non, vous faites. C'est vrai que dans le littoral, même les Belois s'en prennent. Oui. Non, c'est que vous ne savez pas. Jupiter, j'en profite pour vous le dire. Tongo vient de Tongue. Tonga. Et c'est de la grande famille Ewele. Bon, permettez que je présente. Et je vous ai appelé, c'est bien d'entrée de jeu. Ah, d'accord. Par rapport au grand ancêtre Ewele, qui avait les Bassa, les Bakoko, les Douala, les Malimba et les Batama. Et le temps est donné. Et c'est ça, en égyptien ancien, les experts nous suivent, qui a donné Tongo. Le temps est donné. Voilà. J'ai pas... Bonsoir à aux téléspectateurs et bonsoir à tous. Bon, nul besoin de rappeler que vous êtes du RDPC, mais c'est moi cette casquette que j'ai convoqué ce soir, puisqu'on va davantage faire de l'historicité. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Non, mais c'est clair. Non, je suis un militant, je suis coactionnaire. Je suis un militant coactionnaire. Vraiment, si vous voulez tuer les bonnes idées du RDPC ici ce soir, le coup est raté. Je retire ce que j'ai dit. C'est le militant qui parlera pour son parti. Et dans la diagonale, d'ailleurs c'est curieux, vous avez porté du vert blanc. Bon, dans la diagonale, il y a Célestin Jamen, qui a un fond bleu. Oui, il lui manque peut-être la flamme. Je ne sais pas ce qui a fait ce jeu de... J'ai le bleu Mitterrand, mais je ne suis pas le meilleur élève de France. Célestin Jamen, bonsoir. Bonsoir, député Tongo, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un grand plaisir, encore une fois, d'être sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Évidemment, vous êtes du RDPC. Non. Je suis du SDF. Pardon. Du SDF. Ce lapsus m'inquiète. Ah non. Ce n'est qu'un lapsus. Beaucoup vont commenter. Hein, ce n'est qu'un lapsus. Vous n'avez pas tort. Ce monsieur m'a promis le moment venu de me rejoindre dans le parti. Maintenant, au moins, j'attends toujours. Ça, lapsus, je le dis avec certitude, force, fidèle du Messie et du MRC. C'est exact. Je suis du MRC et j'en suis fier. En plus, je suis avocat au barreau de Cameroun. Ça fait depuis 15 ans que je suis inscrit au grand tableau. En 2001, j'ai prêté serment pour être reçu en stage. Et après 2 années de stage, j'ai été inscrit au grand tableau en 2003. Et depuis 2013, depuis 2012, effectivement, je suis engagé pour le mouvement pour la naissance du Cameroun. Avocat au barreau du Cameroun, vous l'avez compris. Et puis, André Lutarmeka, enseignant, sociologue. Je dois aussi dire RDPC. Oui, bien sûr. Je suis militant du ADPC depuis que je fais mes classes à l'université. Je partage ce parti qui crée un rassemblement au sommet avec des élites et à la base avec tous les Camerounais. Il n'y a pas de Bamileke, de Betty, de Paul là-bas. C'est-à-dire que tout le monde est camarade du parti. Et nous, ça nous rassure la jeunesse parce que vous savez, lorsque
au sommet, il y a des discordances, ce qui peut inquiéter, n'est-ce pas, la jeunesse que nous sommes. Donc, je suis très séduit par ce parti qui, depuis près de 30 ans aujourd'hui, a réussi à maintenir ses cadres de façon cohérente. Et pour moi, c'est un exemple de parti politique, d'intégration, mais aussi de gestion politique, n'est-ce pas, d'un parti. Donc, j'ai été séduit. Merci à vos quatre d'être là ce soir pour débattre de cette question assez préoccupante et non moins pertinente. On va entrer avec peut-être le premier thème, mais ce sera juste derrière la transition. On va parler de la commission Moussongé qui revient du Nord-Ouest. Peter Mafani Moussongé, l'ancien Premier ministre, désormais président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, était donc à Bamenda les 30 et 31 mai dernier. Évidemment, c'est dans la phase de la recherche des solutions pour cette crise qui, depuis 2 ans déjà, évidemment, perturbe cette zone du pays. Alors, je vais un peu résumer, puisque je l'ai dit, on a eu le rapport, hein, mission d'écoute, c'est ainsi qu'il est intitulé, mission d'écoute des populations, lancement de la mission à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. C'est le communiqué final de cette commission-là qui a réuni donc un certain nombre de personnes. D'ailleurs, dans le communiqué final, il est dit que c'était pratiquement toutes les couches sociales, partis politiques et les différentes structurations de la société, religieuse, société civile, bref, toute l'élite et la base ont été réunis pour parler de cela. Alors, en termes de contribution, les problèmes soulevés ont porté sur les points suivants, je vais les citer. La déformation de l'histoire politique du Cameroun, la mauvaise pratique du bilinguisme dans notre pays caractérisée par la prédominance du français, l'absence de patriotisme dans le comportement de certains leaders, le chômage des jeunes diplômés, le manque d'infrastructures dans la région, la corruption, le tribalisme et le népotisme, la marginalisation des anglophones, le sentiment que les anglophones ne sont pas aimés par leurs frères francophones, l'injustice contre les anglophones, les exactions perpétrées par certains groupes armés non identifiés, le fait de ne pas attacher beaucoup d'importance aux anglophones, l'arrogance dans la gestion de la crise, l'affectation dans la région des soldats et des agents de police qui ne s'expriment qu'en français, l'absence d'égalité des chances dans l'accès aux emplois publics, la tendance à ne pas tenir compte du sous-système d'éducation anglophone dans les concours administratifs, le manque de respect à l'endroit des anglophones par certaines autorités administratives, le complexe de supériorité qu'ont les francophones vis-à-vis des anglophones, l'absence totale d'industrie dans la région et enfin la clarification des termes terroristes, sécessionnistes, etc. Voilà en gros ce qui a été recueilli de ce côté. Je vais prendre peut-être les premières réactions pour essayer de avoir votre sentiment sur ce listing-là. André Luther Meka. Bon, je constate que c'est un plaidoyer de la crise anglophone par rapport à la prise en compte d'abord du fait que les anglophones sont marginalisés parce que, comme vous pouvez le constater, il y a une sorte de victimisation. Je constate aussi qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas, de répartition des richesses parce que, comme vous pouvez le constater, ils disent que la répartition des richesses n'est pas tout à fait adéquate et qu'il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, la construction des infrastructures et qu'on prenne en compte les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je constate effectivement aussi qu'il y a un mal-être puisque il y a des indicateurs d'étiquetage qui leur sont donnés et une sorte, n'est-ce pas, de domination de la culture francophone sur la culture anglophone. Donc, je crois que c'est à point nommé de féliciter la Commission qui a pu, n'est-ce pas, recueillir, j'allais dire pêle-mêle, n'est-ce pas, ces propositions. Et au-delà de ces commissions qui ont toujours existé et qui ont toujours fait, n'est-ce pas, l'inventaire, parfois très profond des problèmes, il faudrait que cette fois-ci, que ça ne reste pas seulement l'inventaire ou un recueil de données, mais que ces données soient traitées en profondeur, c'est-à-dire qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Je pense, ma foi, qu'en tant qu'enseignant, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, des lycées anglo-saxons purs. Je dis bien anglo-saxons purs, pas seulement bilingues. Parce que l'expérience que j'ai en tant que parent,
mes enfants, je les mets dans les collèges anglo-saxons et non dans les lycées, parce que les lycées sont bilingues. Et lorsqu'on dit bilingue, ça veut dire que quelqu'un qui a la culture francophone et qui a fait des études anglophones peut donner cours. Mais lorsqu'il y a des lycées anglo-saxons, cela permet, n'est-ce pas, de renforcer cette culture anglophone dans le cadre, n'est-ce pas, francophone. Et il faudrait que on puisse, moi je l'ai toujours dit, qu'on puisse, n'est-ce pas, encourager l'exogamie. Parce que c'est important. C'est-à-dire qu'il faudrait que les régions puissent, n'est-ce pas, aller en mariage dans d'autres régions, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des conjoints dans une diversité de cultures pour permettre à ce que le Cameroun puisse avoir un socle d'intégration nationale. Mais je vais également finir en disant que le problème anglophone est un problème sérieux qu'on ne doit pas prendre à la légère. Il faudrait que ces résolutions qui ont été données puissent être minutieusement étudiées et qu'à chaque point, on puisse apporter une solution. Donc disons que là, ce qu'on a évoqué, c'est davantage les problèmes soulevés. C'est vrai qu'après, il y a des propositions de solutions à l'endroit, on va y revenir, mais le temps de requérir également l'avis de Célestin Djamène sur ces problèmes soulevés par les participants à ces assises. Bien, je pense que le premier constat qu'il y a à faire, c'est que notre pays a malheureusement subi ce qu'on appelle les vestiges coloniaux. Il y a 4/5 du territoire camerounais qui a été occupé par les Français, vous savez, entre 1916 et 1960, et le 1/5, c'est-à-dire 20% de la population, par la Grande-Bretagne. Donc ça a créé le système, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sous-culture, si j'ose dire, entre guillemets, anglo-saxonne. C'est pas péjoratif quand je le dis. Et effectivement, il y a deux systèmes issus donc de la colonisation, et on ne peut pas tenir en bonne place l'un dans la partie francophone, avec le code civil, avec le système d'état civil français et tout ce que vous voulez, et maintenant vouloir ne pas tenir compte de la spécificité anglo-saxonne de la partie anglophone. Maintenant, c'est vrai que, pour revenir sur la crise anglophone, on ne peut pas régler un problème politique en mettant en place, comment dirais-je, un organe administratif constitué de hauts fonctionnaires. Il s'agit, à mon sens, d'un problème éminemment politique. Je crois que l'article 5 de notre Constitution fait du président de la République le garant de l'unité nationale. Je pense que quand cette crise a démarré en octobre 2016, le président de la République, de son rôle, de son piédestal, de garant de la paix et de la sécurité dans ce pays, aurait dû quand même prendre sur lui, ce n'était pas infaisable, d'aller vers ces populations, au moins les écouter, même s'il n'avait rien de spécial à dire. Aujourd'hui, les armes crépitent. Je suis désolé qu'à chaque fois, nous pratiquions un système de gouvernement par embuscade. Il a fallu des morts sur le carreau de part et d'autre, de la part des forces de sécurité, que je regrette profondément, parce que c'est un symbole fédérateur, des forces de sécurité de notre pays. Et en même temps, il y a aussi des familles endeuillées dans le camp des civils. Donc, il faut qu'il y ait des morts pour qu'on se réveille donc. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai cru comprendre que du 31 mai au 1er juin à Bamenda, cette commission a tiré des foules. Les gens sont venus pour s'exprimer. Mais je pense qu'il y a des préalables, qui sont des requis, des prérequis, qui sont d'abord, si on veut engager un vrai dialogue, la mise en liberté de tous les détenus qui sont impliqués dans cette crise. C'est très important. C'est dans les propositions de sortie. Oui, mais on le dit depuis. Nous avons dans notre parti demandé depuis belle lurette au président de la République un dialogue inclusif. Aujourd'hui, vous avez une partie... Pas une conférence nationale. Non. On a demandé un dialogue inclusif, c'est-à-dire impliquant toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, je rappelle que quasiment... vos députés, sénateurs, votre président national était en prépare à cette rencontre. Bien entendu, mais bien sûr, il habite Bamenda, naturellement. Non, je le dis même s'il n'habitait pas Bamenda, il est tout à fait indiqué qu'il soit présent. C'est une autorité de ce pays, et plus encore de la ville de Bamenda. Donc, moi, je pense que c'est douloureux d'en arriver là, attendre qu'il y ait des morts pour commencer à parler. Et je crois, dans tous les cas de figure, qu'il va falloir maintenant essayer de... comment dirais-je, détacher les sympathisants des sécessionnistes, parce qu'au départ, c'était un groupuscule qui atteignait à peine 1% de sympathisants. Aujourd'hui, il faut dire que malheureusement, ils ont gagné en sympathie. Donc, il est question de partir vers ces populations-là, leur dire que on les écoute, que l'ennemi des anglophones, ce n'est pas les francophones. Nous sommes d'abord Camerounais.
Je rappelle que nous avons été pendant longtemps sous un protectorat allemand. Il y avait à cette époque ni anglophone ni francophone. Aujourd'hui, on n'a pas à se déchiqueter pour une pseudo-identité artificielle qui a été imposée par les colons. Donc moi, je suis davantage pour une troisième voie qui est la voie camerounaise, à l'exemple du Rwanda, qui s'est défait, n'est-ce pas, des vestiges de la Belgique, de la France. Aujourd'hui, il y a un fait réel qu'il faut résoudre, c'est-à-dire qu'il y a une véritable, non pas une crise anglophone, mais on est dans un conflit armé qui fait des morts. Donc, moi, je considère que il est urgent que ces personnes qui constituent cet organe, qui s'appelle la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, puissent dire clairement qu'il y a un problème anglophone, parce que j'ai cru comprendre à un moment donné que M. Pifa Mafane Moussongue a déclaré qu'il n'y avait pas de problème anglophone, qui est quand même assez handicapant. Oui, au regard de ce diagnostic qui a été donné dans la partie anglophone du pays, nous comprenons que les anglophones, pendant longtemps, se sont plaints de la tendance des francophones à les assimiler. Et ça a été une question très constante et que, au lieu, c'est-à-dire depuis le premier gouvernement, c'est-à-dire le premier régime Aïdjo et ensuite le second régime de M. Biya, on n'a pas fait des efforts pour harmoniser les deux cultures. Et cela a créé un problème. Et ça fait que les anglophones se sentent frustrés et ont le sentiment qu'il y a une volonté des francophones de les francophoniser. Et en négligeant cette culture qu'ils ont héritée de l'administration anglaise. Et maintenant, j'ai lu dans le journal Le Post, le journal anglophone, où au cours de cette réunion, les anglophones ont dit à Peter Mafane Moussongue qu'ils sont fatigués des commissions. C'est-à-dire commissions, multiculturalisme et bilinguisme et autres commissions qui ont été créées autrefois. Ils sont fatigués de ça et là, ils ont exprimé la nécessité de mettre en place le dialogue qui est revendiqué par tous les partis camerounais, c'est-à-dire que ce soit les partis politiques de l'opposition, que ce soit la société civile. Ce dialogue est revendiqué et que c'est dans le cadre de ce dialogue inclusif que nous pourrons trouver des solutions à ce problème et que il y a dans cette question le problème de la spécificité anglophone, c'est-à-dire la culture anglophone qui repose essentiellement sur le système juridique et le système éducatif. Et souvenez-vous, c'est à travers les acteurs de ces deux systèmes, c'est-à-dire les avocats pour ce qui est du système juridique et les enseignants pour ce qui est du système éducatif, que la crise a été déclenchée. Donc il est important que l'on se penche sur la reconnaissance de la spécificité anglophone. Et je suis très content d'entendre mon ami Luther Meka parler en illustrant qu'il faut des lycées purement anglo-saxons. Donc cela suppose qu'il faut reconnaître à ses compatriotes cette spécificité de la culture anglo-saxonne. Et également, il se pose un problème sérieux qui est celui du développement local, c'est-à-dire qui dans une société, parce que nous nous trouvons dans une société multiculturelle, dans une société où il y a plusieurs composantes sociales et qu'il y a plusieurs clivages, qui fait que il y a plusieurs sous-sociétés et pour résoudre le problème et mettre en place les mécanismes qui doivent contribuer au développement des différentes collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions, c'est-à-dire qu'il faut l'autonomie locale, le développement local. Il faut mettre en place soit la décentralisation, soit le fédéralisme. Donc nous sommes là en plein dans le débat sur la forme de l'État qui est aujourd'hui incontournable. Dans les propositions. Nous sommes encore dans l'énoncé ou la formulation. Est-ce que, ou j'aurais peut-être pu préciser la question, est-ce que tel que inscrit là, les propositions résument un peu ce qui se dit depuis 2 ans,
Est-ce que les populations locales et les leaders... Oui, c'est à vous pour recentrer un peu la question. Est-ce que les populations locales et les leaders expriment comme étant des éléments qui ont amené à cette surdité de part et d'autre et finalement au conflit? Vous savez que les gars du MRC ont l'oreille dure. Non. Vous me laissez à côté. Non, je ne vais pas vous laisser non plus dire des Moi, choses. je suis ici pour vous montrer que ce qu'il faut, c'est le RDPC Paul Biya. Oui, mais donc quand il ne comprend pas... Avec des mots et des attitudes correctes aussi. Non? Mais ils ont l'oreille dure. Quand vous posez la question, parce qu'ici nous sommes déjà en pré-campagne de l'élection présidentielle. Quand je parle ici, c'est pour rendre l'élection de Paul Biya crédible. Lui parle pour rendre son futur candidat crédible. Quand il est hors sujet, on comprend qu'il ne peut rien faire. Vous lui dites, que pensez-vous de ces textes? Lui, c'est à vous donner des solutions. Ne parlez pas de lui. Dites-moi, vous, ce que vous pensez Bien. de ce texte. Vous pouvez être, je vous soupçonne d'être MSC. Mais les autres ont identifié les causes et je me permets de donner les solutions. Non, Je me permets de donner les solutions. Voilà, nous sommes dans un débat participatif. je ne veux pas permettre ça. Non, nous sommes dans un débat participatif. Mais fidèle. C'est méthodologique. Maître, non, une seconde. Vraiment, prenons la parole. Non. Parlons lorsque je vous donne la parole. Si vous voulez intervenir, réagir, faites-moi signe, je vous donnerai la parole. Mais laissons celui qui a la parole de terminer. Ils ne sont pas habitués à la Non, c'est lui qui a... Moi, je le suis souvent. C'est lui qui a l'habitude d'interrompre les gens. Vous recommencez. Moi, je le connais bien. Je connais le professeur. Il faut qu'on vous muselle. Disons même que c'est la dernière. Vous ne pouvez pas me museler. Maître. Vous dites que le MSC est terrible. Allez, Pascal, allez. Merci. Vous savez... J'ai bien écouté ce que vous venez de lire et ces propositions. Il y a beaucoup de frustration au regard de ce qui est dit, mais il y a également beaucoup de fausseté. Je vais commencer par les faussetés, ce qui n'est pas du tout vrai. Lorsqu'on dit que les anglophones ne sont pas suffisamment représentés et qu'il y a une espèce d'hostilité et initié par les francophones, c'est faux. Je vais vous donner des statistiques de l'UNESCO et du Fonds des Nations Unies sur la population concernant d'abord la représentation. Le Cameroun compte entre 13 et 15% d'anglophones. Au niveau de la représentation, depuis le président Amadou Ahidjo, John Goufouncha et les Mouna, la règle du jeu est claire. Lorsqu'un anglophone, un francophone est numéro 1 dans un ministère, le francophone est numéro 2. Vérifiez la structure de l'État. Prenez les directions générales des sociétés. Prenez les ministères. Lorsque le ministre est francophone, vous allez voir que c'est le secrétaire général ou le ministre délégué qui est anglophone. Prenez la direction des établissements. Prenez les structures administratives. Et moi, j'ai fait les statistiques. Je vous les donne. Nous, au RDPC, parce que nous voulons rendre Paul Biya crédible, nous vous donnons les statistiques. Vous allez voir qu'au regard de cette politique administrative, les anglophones, au prorata de la population, occupent 70% des postes de décision et de pouvoir. Vous savez, moi, je suis un éducateur, je ne peux pas arriver ici et raconter n'importe quoi. Et vous allez vous rendre compte que le bilinguisme que l'État camerounais a adopté, héritage colonial, je voudrais encore vous donner les statistiques. Aujourd'hui, 13% de la population anglophone font parler à près de 80% de la population l'anglais et le français. Donc c'est faux. Je vous donne d'autres statistiques. Lorsque les anglophones, du moins ceux-là, sur ce point, disent que vos sources de statistiques, c'est... Je vous donne les statistiques d'abord de l'UNESCO en termes de pourcentage de la population. Et je vous donne les statistiques du Fonds national, du Fonds des Nations Unies sur la population concernant les postes occupés. Et je vais même aller plus loin. Le Cameroun est le seul pays au monde où on vous parle d'anglophones et de francophones. Lorsque vous allez au Ghana, ils vous disent que nous sommes Ghanéens. Lorsque vous allez au Nigeria, aucun Nigérien, vérifiez-le, ne se lève et vous dit que I am anglophone. Quand on va au... Lorsque vous allez au Gabon,
vous ne trouvez personne pour vous dire I am francophone. Lorsque vous allez au Et vous Canada, dites qu'ils sont gabonais, lorsque vous allez au ils Canada, sont vous avez les ivoiriens. Québécois. Mais parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de clivage. bilinguisme là-bas. Lorsque Bien. vous allez au Permettez- Ghana, non, je suis en lorsque train vous allez de au- dire Clivage linguistique dans Non, ce- non, ce sont des indicateurs. lorsque vous allez au Canada, vous avez les Québécois. Oui, attention, nous sommes au Cameroun et nous sommes en Afrique. Je voudrais tout simplement vous dire que le legs colonial, malheureusement, nous a très marqués. Et il faut quand même reconnaître que le problème qui est posé aujourd'hui n'est pas un problème de anglophone, we must marginalize. Il pose le problème du concours d'insertion. Avec la permission de mon ami Jamel et je prends plus à témoin nos compatriotes de l'opposition. Je suis ici dans les jurys de concours. J'ai été dans les jurys de l'ENA, des lyriques. Je vous assure que si on laissait librement les concours se faire, je ne sais pas pourquoi notre fonction publique ne veut pas que nous qui sommes acteurs de ces concours, on en parle. Il n'y aurait que 4 régions dans l'administration. Il n'y aurait que l'Ouest, le Centre, le Sud et le littoral. Je vous assure, les autres 6 régions, quand on les prend, diplomates, magistrats et autres, si on laissait libre choix s'opérer en termes de mérite, je vous assure, l'Est, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, la Damawa, l'extrême Nord et le Nord n'auraient pratiquement pas de fonctionnaires à la fonction publique. Quand on dit on veut 100 personnes, on dit bon, le jury prend d'abord les 20 premiers par ordre de mérite. On ne regarde pas les régions. Mais après, les 80 autres, on va prendre le premier du Nord-Ouest qui peut entrer avec 10. On va laisser dans le même concours le premier du centre ou de l'ouest qui a 16 de moyenne. On dit ça tout le temps. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on dit le premier du nord-ouest, le premier du sud-ouest a combien? Si on dit 11, on dit ça va. Si on dit 9, on ne le prend pas. Mais je vous assure, lorsque certains ne savent pas comment fonctionne notre administration, ces gens se trompent. Je suis donc en vous disant ici que toujours je reste dans ce que vous avez présenté. Contrairement à ce qui est dit, ce problème est politique. Certains ont organisé leur affaire. Les Camerounais sont frustrés pour certains dans leur ensemble. Les Bassa, les Bamléké, les Ewondo, les Eton, les Aoussa, les Poulbé, on peut en citer tout le monde. Parce qu'il y a la pauvreté au Cameroun. Le mal-vivre, la frustration, les détournements de fonds, l'injustice, je vous assure, a amené tous les Camerounais à être frustrés. À la seule différence que, contrairement à ce qui est dit ici, je suis d'accord avec Célestin Djamène. Le président a ouvert le dialogue. Mafani Moussonga et l'équipe qui est là, et qui sont là-bas, parce qu'ils sont plusieurs. Pendant 2 ans. Non, je voudrais quand même vous dire que Il était totalement absent. en matière, et je chute là-dessus, je vous dis en matière d'unité, vraiment, évitons ce legs colonial, tout simplement parce que le Cameroun, une fois de plus, est le seul pays au monde qui célèbre l'unité du Cameroun, divisé par les Allemands. C'est pourquoi je pense que pour moi, s'il y a un problème anglophone, je suis d'accord, j'ai été parmi ceux qui l'ont dit, parce qu'on n'avait pas achevé certains points sur le plan administratif. Prenons le cas, les anglophones n'avaient jamais occupé certaines fonctions. J'ai été le premier d'ailleurs à renoncer. Permettez-moi, parce que je vais prendre un exemple, c'est que dans certaines institutions, effectivement, on ne tient pas compte des anglophones. Prenez le cas du RDPC. Aujourd'hui, et je termine vraiment dessus, je suis celui qui dénonce et qui incite ceux à qui le président a confié le secrétariat général à dire que, mais attention, le secrétariat général du RDPC ne ressemble pas au Cameroun. Bilingue. Le secrétaire, si le président national, non, je vais dire que c'est un parti au pouvoir. Vous terminez, laissez-moi terminer, Célestin. Vous pouvez faire la démagogie. C'est la 4e fois que vous mais terminez. sauf qu'on me coupe chaque fois. Le secrétaire général du RDPC est francophone. Jean Kouete. Le secrétaire général adjoint du RDPC est francophone. Grégoire Ouna. Le deuxième secrétaire général adjoint au RDPC, Amadou Dadju, est francophone. Tous les secrétaires nationaux sont francophones. Je pense que mon parti, le RDPC, devrait rapidement se transformer à l'effet du secrétariat national, le secrétariat général du RDPC,
une structure bilingue. Ok, Parce que c'est les compris. anglophones dans cette structure n'ont pas de place et on pourrait peut-être montrer Venons-en aux l'exemple. propositions de solutions. Alors, les participants ont formulé des propositions à l'endroit du gouvernement. Il s'agit notamment de créer des conditions favorables au retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays, dans leur domicile. Débattre des problèmes relatifs à l'institution du fédéralisme dans notre pays. Trouver d'urgence des solutions aux problèmes de fond posés en vue d'un retour à la paix. D'initier un dialogue franc, sincère et inclusif entre le gouvernement et les anglophones, y compris ceux de la diaspora, pour trouver des solutions durables à la crise actuelle. De se pencher sur la gestion des enseignants qui sont coincés entre leur hiérarchie et les groupes armés. D'accélérer la réalisation des infrastructures dans la région, d'abroger la loi sur le terrorisme, d'accorder une amnistie générale aux personnes emprisonnées ou en exil du fait de la crise, de rechercher des solutions permettant aux villageois entrés dans la clandestinité de retourner dans leur domicile, d'instruire des sociétés et établissements publics de mener leurs activités dans les deux langues officielles, de ramener au pays tous les Camerounais réfugiés au Nigeria, de veiller à ce que le patriotisme soit le mot d'ordre de tous les fonctionnaires, de permettre aux Camerounais vivant à l'étranger d'avoir la double nationalité, de faire en sorte que l'unité du pays repose sur l'équité et l'impartialité, de permettre à la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme de mettre effectivement en place les services déconcentrés prévus dans son organigramme, de revoir la manière de présenter l'histoire du Cameroun, d'insuffler un changement de comportement dans la gestion des affaires publiques et enfin, de ramener la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo dans le pays. Bon, etc. parce que c'est ce qui a été listé. Fidèle Djoumessi, une réaction? Oui. Ça résume aussi bien les problématiques politiques, sociaux et tout ce qui est dans les revendications qu'on a pu observer jusque-là, éducation et autres. Oui, ça c'est ce que au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans notre projet de société, nous parlons des assises nationales parce que le Cameroun est vraiment malade et il faut que nous nous retrouvions autour d'une table pour diagnostiquer le mal et trouver des solutions. Et c'est bien que à l'occasion de la descente de la Commission pour le multiculturalisme et le bilinguisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que les compatriotes puissent déjà émettre des idées, des solutions comme cela. Nous pensons que le dialogue que nous appelons de tous nos voeux doit normalement être ouvert, que les Camerounais puissent se retrouver. Ça peut être une autre tripartite comme on avait fait en 1991 ou une autre forme de dialogue où tous les Camerounais vont se retrouver pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire tous les problèmes qui menacent l'unité de notre pays et notre vivre ensemble. Et sur cette question, il y a essentiellement la question de la forme de l'État dont je parlais tout à l'heure, qu'aujourd'hui... Ah oui, on a évoqué le fédéralisme. Là. Oui, il y a cette question de forme de l'État qui ne doit plus être tabou. Et que lorsque nous aurons écarté la question de la sécession, parce que nous ne sommes pas pour la partition de notre pays, nous devons discuter de la forme de l'État qui convient et que au sorti de ce dialogue que la question soit soumise au besoin au référendum pour que les Camerounais puissent se prononcer sur la forme de l'État qui nous convient, parce que dans une société de pluralisme culturel, dans une société profondément divisée sur le plan ethnique, sur le plan religieux, sur le plan linguistique, et qui donne naissance à plusieurs sous-sociétés, on ne peut ne pas conférer à des collectivités territoriales décentralisées de l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie pour leur développement. Et c'est pour cela qu'il y a trop de frustration, parce que les gens se plaignent de ce que ils sont loin tout de est la concentré, voilà, tout est concentré à Yaoundé. Il y a une hyper-centralisation du pouvoir, et ce qui fait que toutes les décisions sont prises au niveau central pour ce qui est du développement, et c'est ça qui occasionne, les populations ne se reconnaissent pas. C'est ça qui occasionne les détournements massifs, parce que le budget de l'État qui devrait servir à
tout le pays est concentré à Entre Yaoundé, les mains alors, d'une partie. voilà, Merci, alors que Fidèle. si c'était reparti Merci. dans les différentes collectivités territoriales André Luther, centralisées, ça pouvait la commission, faciliter là, le développement. on peut le dire, hein, sans frein, que là, quand même, il y a un travail de fond qui a été fait. Elle avait consulté, du moins, elle avait commencé des consultations, je peux dire, timides. Cette fois-là, elle est entrée en contact direct. D'ailleurs, dans le communiqué final, elle a estimé à pratiquement 800 personnes qui se sont mobilisées pour prendre part à ces travaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, issus des différentes composantes de la société, le bensiquineur, la petite vendeuse, l'élu local, le clergé, les militants de l'opposition. Bref, on peut dire que c'est une représentativité quand même assez respectable qui a pris part à ces travaux. Alors, elle a terminé, elle a remis ses conclusions. Moussonga et Mafani peut se dire aujourd'hui, ouf, j'en ai terminé, bon débarras, la balle est entre les mains de Paul Biya. Est-ce que le président de la République montre une prédisposition jusqu'à présent à poursuivre cette dynamique? Biya sera prêt à parler du fédéralisme avec ceux qui le réclament aujourd'hui. Biya sera prêt à libérer tous ceux qui sont prisonniers, à amnistier ceux-là qui sont indexés comme étant les instigateurs du volet armé de cette crise. Je voudrais préciser que le dialogue a commencé depuis. Parce que les Camerounais oublient très vite. Hein. Le chef de l'État avait mis sur pied une commission qui était dirigée par le secrétaire particulier du cabinet du Premier ministre. Au regard des revendications qui avaient été faites par cette communauté anglophone. Notamment, il disait que les enseignants étaient francophones et qu'il fallait, n'est-ce pas, affecter des enseignants anglophones. Il y a eu un recrutement spécial de 1000 jeunes, hein, bilingues. Et d'abord anglophones. Anglophones. Dans le CV, il fallait être d'abord originaire du Nord-Ouest. Qui ont été recrutés pour ce problème. Bravo. Il y a eu la création de la section Common Law à l'ENAM. Et à la Cour suprême. À la Cour suprême. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent que le dialogue a commencé depuis. Sur le plan politique, la commission est allée à Bamenda. Et moi, j'ai causé avec certains membres de la commission. Cela a coincé au moment où ceux qui étaient en face consortium disaient que on doit mettre à l'ordre du jour uniquement le débat sur le fédéralisme. C'est là où on y revient. Hein. C'est là où cela a coincé. Parce que le président Paul Biya, que moi je suis dans les discours, avait dit que la forme de l'État est non négociable. Et dans la conformément à la Constitution. Dans la Constitution, même cela est... Celle que j'ajoute à votre vin, celle que depuis 2 ans, chaque fois qu'on dit « trouvons des solutions », ceux avec qui on discute disent « on peut parler de tout, mais aussi il faut ajouter la forme de l'État ». C'est-à-dire que la forme de l'État fait partie des éléments à discuter. Oui, dont il faut parler. Je consens que c'est un clientélisme. Le président Biya fera le pas. C'est une surenchère politique. C'est une surenchère politique. Parce que quand on va même au fond, quand on va au fond du problème du fédéralisme, pourquoi les gens voudraient créer des États? C'est comme le professeur l'a dit, c'est les problèmes de frustration, des problèmes d'équité sociale et des problèmes de justice sociale. Tout à fait. Qui font en sorte que, comme il y a caporalisation, concentration de pouvoir au niveau central, les gens voudraient gérer à la périphérie. Et c'est ça le véritable problème. Mais moi, j'aimerais dire au prof que le problème anglophone est un problème sérieux parce que c'est un problème d'abord de mariage. Parce qu'il y a une colonisation britannique, une colonisation francophone. Et dans le mariage, il y a eu, n'est-ce pas, un certain nombre de clauses, dont la clause principale était l'alternance du pouvoir entre francophones et anglophones. Comme il a dit, s'il y a un président francophone, le vice-président est un anglophone. Et s'il y a un président anglophone, le vice-président est francophone. Donc, ils sont, j'allais dire, surpris par aujourd'hui cet émiettement du pouvoir par des autres composantes sociologiques qui apparaissent et qui sont ici au sommet de l'État. Comme le Sénat, parce qu'il faut... Bon, je vois que vous avez botté, vous êtes en train de botter en touche. Non, parce que ma question fondamentale, je suis d'accord, vous êtes dans le sujet, mais je veux dire que moi j'ai attendu... On est dans les solutions. J'ai attendu un moment quand même en vous écoutant. La question de fin, Mafani a fait du bon débarras. Il a fait son travail. Moi j'étais en train de... Il a déposé son rapport. Non, j'étais... Est-ce que le président de la République
le président du RDPC va le suivre dans les recommandations et les propositions qui sont faites. Vous m'avez coupé parce que excusez-moi, avec la pollution sémantique, les Camerounais ont plus vite parce que l'actualité est rapide. Allons-y donc. J'arrive en disant que il ne faut pas oublier que M. Mafani n'est pas allé institut personnel, c'est sur les institutions du chef de l'État. Absolument. Qui est, n'est-ce pas, un démembrement de la volonté du chef de l'État d'installer un dialogue. Parce qu'il n'est pas allé personnellement à son propre nom, c'est une institution qui, n'est-ce pas, est dirigée par le chef de l'État. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un prolongement du dialogue. Bon, j'ai l'impression, quand je suis ce cheminement, qu'on veut absolument et totalement que le président se déplace. Mais moi, j'aimerais le dire. Moi, je suis jeune en politique. Mais quand un président doit se déplacer, il faut qu'il y ait des garanties. Quand je parle de garanties, je parle de garanties en termes de discipline. C'est inquiétant, lui. Inquiétant pourquoi? En termes de solutions, Comment? en termes de responsabilité des uns et des autres. Parce que si le président se déplace et qu'il n'y a pas de solution, l'État est à terre. C'est-à-dire que nous sommes effectivement... Comme lorsqu'il a sans libéré boussole. les membres du consortium. Nous sommes effectivement sans solution. Donc, je voudrais conclure, et je vais chuter par là en disant que il faudrait un dialogue. Mais il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, un contexte du dialogue. Le contexte, il y a tout trouvé. Je veux dire qu'il n'y a pas meilleur contexte que celui qu'on vit. Quand je dis le contexte, c'est en termes d'environnement. Environnement, Okay. en contenu. Absolument. Et effectivement, qui seront les acteurs de ce dialogue? Sur quel sujet, sur quelle thématique? Alors, Célestin Djamène, et d'ailleurs, Fidèle du Messie a légèrement effleuré cet aspect, mais je remets sur la table. Va-t-on vers une autre forme de tripartite, grand débat, conférence nationale, appelons ça comme on veut, où le président de la République, pourrait convoquer la société civile, les partis politiques et toutes les autres composantes, aussi bien institutionnelles que non, de la société, pour mettre cette question sur la table et éventuellement, non seulement de voir comment résoudre ce problème, parce que, comme le disent certains observateurs, on ne peut pas isoler le problème anglophone des autres problèmes. Tout en trouvant des solutions, il faut quand même également trouver une forme d'arrondi pour que les problèmes qui se posent aussi ailleurs puissent ne pas rejaillir. Alors, quelle serait la meilleure évolution de cette sortie de crise en termes de propositions? D'abord, je dois dire que le président de la République a une façon très détestable, cette présidence spectrale, cette présidence subliminale. Il me semble quand même que le président de la République est censé avoir reçu un mandat du peuple. Donc il doit prendre tous les risques, puisqu'il est couvert par un mandat. C'est un septennat. Je pense qu'il relève de sa responsabilité fondamentale de ne pas envoyer, en tout cas pour des crises de cette nature, ou créer des commissions pour résoudre un problème essentiellement politique. Mais dans certains pays, pour moins que ça, les chefs d'État se déplacent, même souvent quand il y a un simple accident. D'où vient-il qu'au Cameroun, on a un pays hors de la planète Terre, extraterrestre, ici on fait les choses à l'envers. Le président de la République est là pour servir le peuple. C'est un mendiant, il doit être un mendiant de la paix, de la sécurité, de la sérénité de son pays. Vous allez payer les droits. Comment cela fait-il que... Vous allez payer les droits. Non, il n'a pas le monopole de mendiant de la paix. Il n'a pas le monopole. Moi, je suis content. Il devrait appliquer ce qu'il dit. Malheureusement, vous me faites il récite les mots. Il fait plutôt la démagogie. Il récite les mots. Alors, je veux continuer pour dire que... Je veux simplement dire que M. Biya, il applique, pense, dit ce qu'il ne fait pas. Il est connu pour ça. Donc, moi, je ne comprends pas que des technocrates soient mis en branle pour aller résoudre un problème de cette nature. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les acteurs de cette commission, qu'il s'agit de Amadou Toumouna, Peter Mafani Moussongue, ont déclaré qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Et ça a choqué beaucoup de nos compatriotes anglophones. Ouais, vous comprenez? Donc maintenant, on va faire de l'exposition. Dans leur attitude, on peut aussi soupçonner qu'ils sont ravisés. Hein. Je veux dire que écoutez ces gens. On dit chasser le naturel, il revient au galop. Aman n'a pas dit ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Anna, c'est une très bonne amie. C'est pour dire que... Non, entre nous, c'est les stars. Je reprendrai mon tour. Aman ne l'a pas dit. Aman a dit qu'il y avait un problème. Je continue. D'autre part, c'est des personnalités
qui ne sont pas du tout légitimes dans cette région-là. Quand il y a un problème politique, on doit prendre les options sous un prisme politique, prendre des personnalités qui rassemblent. Citez-moi une personnalité dans cette commission qui rassemble. Il n'y en a pas du tout. Ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas la légitimité de cette zone-là. Ils n'ont pas du tout. Qu'il s'agisse de la famille Mouna, permettez-moi de finir, je ne veux pas interrompre André Luther, qu'il s'agisse de Peter Mafani, ils n'ont pas cette légitimité dans ce terroir, si j'ose dire. Par ailleurs, je considère que on peut dire effectivement, Pascal peut avoir raison, il y a un problème de gouvernance. C'est vrai. Dans toutes les 10 régions, nous subissons aujourd'hui 35 ans de politique mortifère du régime RDPC, État partiel RDPC. Le problème, c'est que on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il y a une spécificité anglophone, dans le sens que il y a eu un concubinage qui a démarré en 61 à Fumban. Monsieur Aïdjo passe au mariage forcé en 72. Ça leur est resté en travers de gorge. Ça, c'est évident. Donc, il faut tenir compte de cette particularité anglophone. Ne pas diluer ça, même si c'est une partie de vrai, dans ce problème de gouvernance totale. Il ne faut pas occulter cela. Maintenant, sur la question du dialogue. Non, André Luther, M. Biya n'a jamais été un homme de dialogue. Il n'a jamais été un homme de dialogue. Même lorsqu'il a reçu... Je ne remonte pas à l'histoire. Prenons les faits les plus récents. Quand ça commence en 2016 par les avocats, ça monte, la mayonnaise commence à monter. Ça enchaîne par les enseignants. Et ensuite, il y a une construction mise en place par Akombala, pour ne citer que celui-là, et Fontem Neba. Ils sont considérés par les envoyés du président comme des vrais interlocuteurs. Ça s'appelle le consortium. Effectivement, vous évoquez le fédéralisme et beaucoup d'autres points qui étaient alors de jour lors des rencontres de Philippe Mounian et ce consortium. Mais une fois que le gouvernement n'était plus d'accord avec ses membres du consortium, ils ont arrêté la négociation. Ils ont décrété que c'était des terroristes séance tenante. Je suis en train de négocier avec vous, Dipita Tongo. Vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous me traitez de terroriste. Et on dissout dans la foulée le consortium. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, on envoie ces gens très modérés, à Bombala et Fontaine-Neba, en prison, ce qui fait monter ce radicalisme extrémiste, sécessionniste, que nous combattons avec la plus extrême vigueur, il faut bien le dire. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où, bon an, mal an, il y a eu une sympathie montante par rapport au sécessionnisme. Je vais dire sur le fédéralisme, on a beau monter, descendre, je crois que la seule solution, puisque la décentralisation a complètement échoué, elle est mornée, il faut passer au fédéralisme. On va monter, descendre. La vraie solution, c'est le fédéralisme. Le rapport va être dirigé et monté à M. le Président de la République. Mais qu'est-ce qu'il va dire le plus? Les anglophones attendent au minimum le fédéralisme. Merci. Ça, c'est le prix à payer. Célestin Djamène, Paul Biya fera-t-il... Pardon. Je ne m'appelle pas Célestin Djamène. Je ne sais pas ce que vous parlez des confusions entre vous deux depuis. Vous êtes très amis aujourd'hui. On a toujours été des amis, mais sur le plan idéologique, on ne partage pas. Mais je voulais c'est vous peut-être dire ça qui crée la confusion. c'est mon meilleur ami, ce monsieur depuis Paris. Parce que j'ai dit Célestin du RDPC. Sauf à la seule différence que ce monsieur n'a jamais voulu me suivre au RDPC. Je suis ma conscience. On revient. Vous finirez par me suivre. On revient dans le débat. Seulement le SIF est mauvais. Je reprends la question que j'ai posée à... Moi, je suis optimiste. On connaît le bilan du RDPC. Vous allez nous suivre, non, le bilan du RDPC, on le connaît. Je reprends la question. Le SIF, n'en parlons pas. Je reprends la question. Le SIF est payé. On n'a pas été aux affaires. Le SIF est perdu. va montrer au Camerounais quand vous allez voir la gagné des gens. Messieurs, merci. Je vous attends avec 35 ans de bilan. C'est absolument... La récréation est terminée. Promettons que si je vous vois aux élections, vous abandonnez, je sois. Pascal Chalman, je reprends la question que j'ai posée à André Luther tout à l'heure. Oui. Le président Biya va-t-il suivre ces recommandations-là? Oui. D'abord, mon frère et ami de la diaspora, Célestin Djamène, a tort sur un point. Vous savez que nous sommes courtois et polis, même si nous sommes des adversaires politiques, je dirais même mortels, parce que ce monsieur n'aime pas Paul Biya. Et c'est pourquoi je ne l'aime pas. Moi, je le traite comme un homme politique. J'apporte mes critiques sur le plan politique. C'est lui qui a porté plainte à Paul Biya en France sur les affaires des richesses. J'étais très fâché contre mon ami à l'époque, mais il s'est ravivé pour preuve aujourd'hui. La première tolérance, c'est que Célestin est conseiller municipal.
après avoir Le fait président Biya va-t-il... Suivez bien la tolérance, je dois répondre. Allez, Je vous en prie, ça fait 2 minutes. je vous soupçonne. Vraiment, laissez-moi faire mon analyse sans me Biya qui a fait de moi Bon, pour revenir sur le fait rapidement, le président Paul Biya va accéder à cela. Comme a dit mon camarade, Paul Biya, vraiment Célestin, c'est que ce monsieur, cet homme d'État, ce visionnaire, cet homme prédestiné à d'extraordinaire, c'est le dialogue. En 61, je voudrais vous dire qu'à la conférence de Fumban, le président Paul Biya n'était même pas au Cameroun. Il terminait ses études en France lorsqu'il arrive en 62. Le président Paul Biya va connaître en 66 la création de l'UNC. En 72, ce qu'on a appelé le référendum sur l'unité du Cameroun. Mais il fera mieux dans le dialogue. De 72 à 75, quand il arrive Premier ministre puis président, les anglophones, alors que le président Amadou Ahidjo a déjà supprimé le poste de vice-président, conventionnellement, comme l'a si bien démontré vous-même, et les autres ont dit que les pactes n'ont pas été respectés, quand il arrive au pouvoir, le premier acte que ce visionnaire, cet homme d'État, cet homme tolérant, Paul Biya, oppose à ses adversaires, oui, vous pouvez le dire, mais je suis connu en tout cas parce que je ne flatte pas. Terminé, on n'a plus que 6 minutes oui, sur la question. Il crée un poste de Premier ministre où il fait d'un anglophone le numéro 2 de l'exécutif. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Même si je pense, comme mon camarade, qu'on pouvait aller encore plus loin en faisant d'un anglophone le numéro 2. Pour moi, ce n'est pas de trop. Qu'un anglophone soit Premier ministre et soit président du Sénat. Mais comme vous êtes du SDF, vous vous opposez à ça pour des raisons tribales, vous allez toujours croire qu'on va enlever le Sénat à l'ouest. Pas vous, nommément Célestin. Et je voudrais donc ici aller plus loin et terminer pour vous dire que il va accéder à cela. Mais monsieur Dipita Tongé, pour terminer, c'est bien Paul Biya qui a été victime d'un push le 6 novembre 84. Mais cet homme prédestiné à pardonner, on a eu des pushistes au gouvernement. Tout à fait. Il est tolérant, Célestin, mon cher ami, mon cher vieux compagnon de la diaspora. Rappelez-vous, Célestin, rappelez-vous, après le coup d'État, je me suis retrouvé... Non, laissez-moi aussi mon temps de parole. Vous avez une minute. Oui, on ne me laisse pas parler. Vous terminez, vous avez une minute. Souvenez-vous, Célestin, je me suis retrouvé dans un restaurant, dans le 18e avec Célestin, lorsqu'il y a eu ces grandes crises anglophones. Célestin m'a dit, ton champion ne va pas libérer les membres du consortium. Je lui ai dit, mon cher ami, il le fera. Il les a libérés. Il a négocié même, rappelez-vous, avec les terroristes. Rappelez-vous, le beau qui avait enlevé Vanderberg et autres. C'est un homme tolérant. Merci. Et pour terminer, avec votre permission, parce qu'ils ont mis plus long que moi, et je termine vraiment, en 92, Célestin, vos amis de l'opposition. Nous avons gagné en 92. Oui, gagné ou pas gagné, oui, toujours est-il que, après la première élection pluraliste, je vous assure, personne ne croyait voir un Kodok, un Mustafa Amadou, un Bello Bouba Maïgari, un Dakore Dassala, un Mustafa Amadou ou encore autre au gouvernement. Moi, je pense que... Il faut dire qu'ils ont aussi bien travaillé en 92. Ils ont bien ou mal travaillé. Une chose est sûre, tous estimaient que Paul Biya doit partir. Non, en 92... Et si vous pouvez ne pas me couper, c'est ça. Soufflez que vous ne me coupez pas. Donc, c'est terminé donc sur le point où je dis donc que il accédera puisque je suis de ceux qui pensent que ce qu'ils ont demandé ici n'a pas de contradiction avec la décentralisation. Si nous qui entourons Paul Biya, sur le plan politique ou encore sur le plan administratif, nous avions mis en place la décentralisation. Merci, je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème. Alors, Maître Fidèle Diomessi, prenons un peu le cas aussi à l'inverse, hein, parce que je demandais s'il allait accéder, il a dit oui. Oui, il allait accéder. Et je vais vous dire que le président va même gracier. C'est bon, c'est bon. Merci. Non, c'est bon, vous reviendrez. Je reviendrai, d'accord. Alors, je prends le cas empirique. Supposons que le président n'accède pas à toutes ces propositions-là, parce que comme je l'ai dit, on a fait ce constat.
bien accepté de parler de tout sauf du fédéralisme, mais avec insistance, s'il y a une revendication qui revient, s'il y a une proposition qui, du moins s'il y a deux propositions qui reviennent, c'est la libération de ceux qui ont été, arrêtés et désormais condamnés pour certains, et sur la table la question de la forme de l'État avec la mise en œuvre du fédéralisme. Alors, prenons ce cas-là, si Biya n'accédait pas à ces revendications, oui, ces propositions, pardon. Ce qui est certain, s'il n'accède pas à cette proposition, il va réaffirmer sa position de ne pas vouloir dialoguer. Et également, ce qui est certain, la crise va aller grandissant, la situation va s'enliser davantage. Et comme vous le souhaitez, vous, non, MSC. nous ne le souhaitons pas. Si vous le souhaitez. Nous avons fait des propositions. Vous préparez Nous avons comme fait la des présidente. propositions. Nous avons fait des Vous ne voulez même pas aller aux a fait élections. des propositions. Comment vous savez que nous ne voulons pas aller aux élections? Parce que je sommes prêts pour les élections. Votre président Nous sommes l'a prêts. dit. Nous avons Il a dit dit qu'il allait prendre les armes. Je veux retirer la parole à Il a dit ça Écoutez, quand? Maître, Donc une ça va, seconde, maître, je une laisse seconde. pas. Mais c'est très grave. Hein, Non, mais qu'il parlons déclare ça. pour qu'on s'entende. Donc- Non, mais maître, essayons de permettre aux téléspectateurs de comprendre. Non, que moi, ce je que dis dit, que on ne peut pas le faire. Laisse-moi terminer. Si il faut- Donnez-moi une Il est prêt à seconde. marcher sur la mer. Il a dit ça. Donnez-moi une seconde. s'il vous Il a plaît. dit ça. André Luther. Oui, André il a dit Luther. ça. André Luther. C'est nous qui rendons Non. les émissions crédibles. Hein. Non, monsieur, Vous savez je vous que parce en que prie, nous vous sommes pouvez aussi dire ça. Laissez-moi parler. grâce à vous, Non, grâce non, à des non, non, journalistes non. comme Il est prêt à vous, marcher vous sur devez la nous mer. laisser travailler. Non, attendez, attendez, Vous excusez-moi. dites, putain, si vous nous estimez Non, que vous attendez, parlez, je reprends la parole. vous dites. Je reprends la peux parole. pas- Vous croyez que vous allez Je de reprends la toute façon parole. bien dans les plateaux. Je reprends la parole. Quand même, ne nous prenez pas pour des enfants. quand vous Si vous ne parliez voulez tout à plus l'heure- de nous dans les plateaux, quand vous parliez pour tout qu'on à vienne l'heure, relever vous des nous débats avez laissé nationaux, parler. alors vous nous dites de ne plus Quand vous venir. parliez tout à l'heure, nous vous avons Arrêtez laissé un peu. parler. Nous ne Quand sommes pas vous- des quand vous enfants. prenez la parole, laissez-nous parler. Arrêtez. Quand Laissez-nous on a parler. dit qu'il allait Laissez-nous prendre parler. les armes, Il a dit ça nous quand? sommes là pour cette Il grande avait dit émission ça. de M. Djipita Il est pour prêt à la marcher rendre sur la crédible. mer. Alors, messieurs, Pas possible. messieurs. Moi, je n'ai pas le souvenir. Non, 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 Il a dit attendez, qu'il est attendez, prêt à attendez. marcher sur la mer. Il a dit. Eh, s'il vous plaît, cette fois je reprends la parole, s'il vous plaît. Maintenant, on arrête. Quand même. Non, Pascal. Bon, vous Non, voulez- je non, suis non, d'accord, j'ai écoutez, compris. écoutez. Mais Non, respectez-nous. non, Pascal, là, une seconde. Vraiment, je voudrais qu'on soit clair. Alors, je voudrais qu'on reprécise les rôles. Vraiment, je voudrais qu'on soit clair. L'enjeu, l'intérêt, c'est que les gens nous écoutent. Et quel que soit ce qui est dit, on ne peut pas se faire écouter si tous on parle ensemble. Alors, je vous suggère, à la limite, de prendre des stylos, de noter. Si on dit un mot qui ne vous sied pas, vraiment, revenez après quand vous aurez la parole. Mais vraiment, je vous suggère. Alors, je lisais, Pascal, vos analyses, vraiment, on les respecte, on les apprécie, mais ce n'est pas à tous les prix non plus. Hein? Donc, si c'est dit, on va fermer cette phase-là, on va dans le deuxième thème pour parler. Non, on ne peut pas fermer sans que J'ai je fermé me cette... sois Non, non, c'est exprimé. moi, j'ai fermé la page. Vraiment, je j'ai me sois fermé. exprimé. Transition, On m'a empêché de transition m'exprimer. deuxième thème. Alors j'espère qu'on sera peut-être plus détendu. C'est vrai que là également c'est un thème relativement pertinent et qui montre, d'ailleurs je l'ai dit, hein, on a l'intention de tirer la sonnette d'alarme, d'inviter les uns et les autres à la retenue, parce que parlant du tribalisme désormais c'est devenu pratiquement un problème de société au Cameroun à travers les réseaux sociaux, dans les meetings politiques, dans la rue. C'est pratiquement tout le monde qui se laisse aller. D'abord, première chose, messieurs, qu'est-ce qui peut expliquer ce, je ne sais pas si je vais dire déferlement ou défoulement, mais toujours est-il que je dirais pratiquement les deux mots. André Luther. Disons que le non-fascisme c'est un concept assez profond. Parce que c'est la volonté conquérante d'une ethnie, la volonté hégémonique d'une ethnie par rapport aux autres. Mais c'est un concept un peu plus profond parce que ce concept démontre que une tribu s'érige en tribu dominante et crée un rapport de force avec les autres ou alors avec l'État. Et il y a une théorisation de ce concept. Cette théorisation, selon
l'ethnofascisme, qui est un concept du professeur Morone Diarra, il faut le dire, se base sur l'élément de la démographie, c'est-à-dire que la massification, la population, l'élément de la méritocratie, ils ont les meilleurs diplômes, ils ont fait les meilleures écoles, l'élément de la civilisation, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un certain niveau de développement, les villages sont électrifiés, et par conséquent, c'est une tribu, n'est-ce pas, supérieure aux autres, qui devrait, n'est-ce pas, diriger l'État. Pourquoi on arrive à ce point? On arrive à ce point parce que l'État aussi est considéré, soupçonné d'instrumentalisation par une ethnie qui prend l'État en otage et qui impose un certain nombre d'idéologies. Et quand on parle donc de politique, ça veut dire que les hommes politiques récupèrent dans cette problématique de l'ethnofascisme pour surfer, créer la surenchère et surfer, n'est-ce pas, sur cette vague pour pouvoir aspirer toutes les frustrations, aspirer tous ceux qui sont marginalisés et utiliser cela comme une situation politique pour pouvoir s'ériger en celui qui est représentant des frustrés. Voilà un peu comment je peux résumer ça. Maître Messi. Oui, moi je pense que ce concept a été inventé et c'est une manipulation à des fins politiciennes. Et à des fins politiciennes et qui a des ressorts qui reposent essentiellement sur le fait que notre nation est fragile parce que nous sommes dans une phase de construction de la nation. Il faut le rappeler étant donné que nous sommes dans une société pluraliste et que nous devons construire la nation, étant donné il y a deux conceptions de la nation, la conception de tradition allemande, dont la nation repose sur l'ethnie, et la conception de tradition française dont la nation repose sur la volonté, l'adhésion des membres, quelle que soit la diversité culturelle et linguistique, d'appartenir à une seule nation. Et nous nous trouvons dans cette conception-là, dans la nation civique, et où nous voulons composer avec plusieurs ethnies, plusieurs sous-sociétés. Et comme le cheminement est long et difficile, il y a cette fragilité-là, et les politiciens surfent sur cette fragilité et dans l'optique de confisquer le pouvoir, parce qu'il faut le dire, c'est dans l'optique de confisquer le pouvoir. Je vous relance. Est-ce que vous n'observez pas cette forme de... je veux dire, prenons... C'est peut-être un jeu de mots, ethnofascisme, tribalisme, communautarisme. Mais est-ce que vous n'observez pas, tout au moins sur les réseaux sociaux et même dans la discussion de rue, cette forme de discours haineux des uns qui, peut-être une coïncidence aussi, s'identifient autour d'une tribu au détriment ou alors à l'encontre des autres d'une tribu différente. Je veux dire, au-delà des mots, est-ce que cette observation, ce constat, vous ne le faites pas? Non, je le fais parce que sur les réseaux sociaux, on a observé certains de nos compatriotes, et notamment le professeur Mathieu Onanguini, qui a fait une littérature abondante sur l'ethnofascisme et dans sa littérature, où il a porté des accusations très graves contre le MRSC et son président, le professeur Maurice Kamto. Et il est parti des échanges parfois très durs, où il a parlé de Patrice Nganang, avec qui il a eu des échanges amers, où il a eu des invectives, et qu'il a collé Patrice Nganang au MRSC, ce qui n'est pas exact. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la manipulation. Patrice Nganang n'est pas militant, non, n'est pas sympathisant, même s'il est sympathisant du MRSC, il ne représente pas, il n'est pas un théoricien de l'idéologie du MRSC, il n'est pas idéologue du MRSC. Donc tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux parlent tiennent des langages un peu haineux, ne sont pas forcément, ne représentent pas la pensée du MRSC.
Parce que la pensée du MRSC, ce sont ses cadres, c'est le directoire, et on n'a jamais vu personne du MRSC sur les réseaux sociaux défendre une idéologie haino-fasciste. Donc, partir seulement sur ces éléments-là pour présenter le MRSC comme parti haino-fasciste, je trouve que c'est malsain, et cela vient précisément du cabinet noir qui travaille pour freiner l'évolution du MRC et empêcher que Moscato arrive. C'est ça, puisqu'ils ont commencé avec l'histoire de 14 milliards, ça n'a pas marché. Ils ont parlé des affaires. Ils disent que le forum LCCLC, c'est le vôtre. Non, ce n'est pas un forum du MRSC. Okay. C'est un forum créé par des Camerounais. Et même s'ils ont de la sympathie pour le MRSC, ils ne représentent pas l'idéologie du MRSC. L'idéologie du MRSC est connue à travers son projet de société. Et dans le projet de société, dans ce que nous appelons le pacte républicain, nous disons que la nation, la République, avant l'ennemi ou le village. Célestin Djamène, vos observations là-dessus? Oui, vous savez, député Tongo, que ce qui empêche le vivre ensemble, ce n'est pas nos différences. On a toujours vécu avec nos différences. Ce qui empêche le vivre ensemble, c'est nos conneries. Pour moi, le racisme, le tribalisme, l'ethnicisme, c'est un manque total de lucidité. Tant il est vrai que personne ne peut construire le Cameroun tout seul. Aucune tribu ne peut s'arroger la prétention de construire ce pays qui au départ n'était pas un peuple. Contrairement à la nation allemande, qui est une vraie nation, ça dit que l'Allemagne a subi très peu de migration. Donc, c'est un peuple très homogène. En tout cas, beaucoup plus que les autres. Le Cameroun est une espèce, comment dirais-je, de fabrication coloniale. Et le mot même tribu, c'est une invention lexicale. Il faut bien le dire aux gens. La tribu a été créée pour les populations non occidentales. Et qu'on les assimile aux gens qui n'ont pas de civilisation, aux barbares et aux sauvages. Ethnos. Ethnos. On parle très peu de tribus en Europe occidentale, ou en Europe du Nord, ou en Amérique. À part peut-être l'exception des Indiens, des Amérindiens à l'époque. La notion antique du mot ethnie. Vous savez, dans la Bible, le roi Salomon parlait des 12 tribus. Tribus, Salomon, Joseph, Jacob qui a fait Joseph, Lévi, etc. Les 12 tribus. Mais c'est une notion antique aujourd'hui. Cette notion n'a aucun sens, ni sur le plan scientifique. En revanche, sur le plan politique, effectivement, il y a un vrai tribalisme politique. Dans le sens que les autocrates africains, et en particulier l'autocrate camerounais, a intérêt à ce que le tribalisme perdure. Parce que ça le place en rassembleur. Celui qui vient comme quelqu'un qui apporte la paix et la stabilité. Donc il a besoin de la corruption et du tribalisme. Puisqu'en vérité, dans ce pays, on a entendu un ministre, même un vice-premier ministre dire que, après Paul Biya, c'est soit un nordiste ou Biya lui-même. Exit les Sawa, exit le Bamileke, exit toute autre tribu. Et ce vice-premier ministre est toujours en fonction. Il n'a jamais démenti. En revanche, on parle d'ethnofascisme. Mais quelle figure on met derrière? Soyons un peu sincères. Quelle est l'ethnie qui est visée à travers ce mot-là? Et d'ailleurs, il se trompe de mot, il devait parler d'ethnocentrisme. C'est-à-dire que le fait qu'une tribu voit le monde à travers sa propre identité. Il s'agit de l'ethnocentrisme. Mais qui est visé? Il faut que les gens sachent que dans ce pays, ce discours ne peut pas perdurer. Je rappelle que notre loi pénale sanctionne les dérives, l'apologie du tribalisme. Il faut commencer à frapper parce qu'effectivement, j'ai vu comme député Tongo, ces dérives, ces dérapages absolument inadmissibles, indigènes sur Internet. Et moi, je dis aujourd'hui que moi, écolier, collégien, lycéen ou lycée Jos, et ensuite à la fac, moi, je n'ai jamais subi de tribalisme à titre individuel. Mais quand les gens sont derrière les claviers, les réseaux sociaux, les androïdes, ils laissent déverser leur bile, leur instinct le plus bas, leur instinct animal. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, quand les colons sont venus, effectivement, dans la période précoloniale, ça n'existait pas. Ils ont commencé, prenez par exemple l'Empire Kanem-Bornou. Le Kanem-Bornou était un vrai État que les Européens nous déniaient.
qui englobait le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Eh bien, notre actuel vice-premier ministre est originaire de cet État-là, par exemple. Mais on sait bien qu'il est camerounais. Donc arrêtons de nous déchiqueter sur des notions qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Moi, ce qu'il faut dénoncer, c'est vraiment l'instrumentalisation de la tribu. Je ne suis pas contre la tribalité, qui peut être une source de richesse. Et je propose qu'il y ait une journée nationale, n'est-ce pas, pour de lutte contre le tribalisme. Pendant cette journée-là, on pourrait effectivement célébrer le brassage, si j'ose dire, ethnique, la fraternité ethnique, la fraternité camerounaise, je veux dire. On pourra sensibiliser les jeunes à comprendre qu'on a une nation à bâtir. On sait qu'on revient de loin. Hein? Les colons nous ont complètement montés, mais nous avons à bâtir une nation. Ce n'est pas en nous livrant à des dérives telles que je le lis, telles que je le vois, qu'on peut y arriver un jour. Et il faut surtout que la justice commence à frapper. On ne peut pas laisser continuer ce genre de dérive. Pascal Chalmin. Djipita Tongo, je voudrais personnellement vous féliciter en tant que journaliste d'avoir eu le courage de mettre un tel débat sur le plateau. Parce que les Camerounais sont hypocrites. La presse elle-même est hypocrite. J'ai un souvenir, étudiant à l'époque en France, lorsque on a lancé le processus de démocratisation ici, j'ai encore la coupure de ce journal, Challenge Hebdo, qui était tenu à l'époque par un certain Benjamin Zébazé. J'ai encore cette coupure dans mes archives pour mes enfants. Disait, la démocratie est arrivée. Les bêtis ne sont pas bons à gouverner. En dehors de boire l'alcool, baiser les femmes, etc., etc., etc. C'était le discours des années 92. Au moment où le président Paul Biya était convaincu que la démocratie nous permettait de faire valoir les idées. On a vu des configurations politiques se composer. Des partis régionalistes qui sont là. Certains sont d'ailleurs un peu représentés sur ce plateau. Je ne vais pas faire de la provocation parce que le modérateur nous demande d'être un peu plus rigoureux pour ne pas parfois, même si nous disons la vérité. Rigoureux de la discipline, hein, oui. Prise de parole, mais je veux dire que ça n'empêche pas que chacun laisse évader ses idées. Je fais attention. Et ça fait que on connaît, chaque Camerounais connaît ces partis, ces bantoustans politiques qui se sont installés dans des régions, d'abord, contrairement au RDPC, qui est un parti national. Vous voulez dire que le SDF est un parti du Nord. Est-ce que je peux dire avoir un mot? Parce que vous aurez un mot tout à l'heure. Ils ont parlé plus que moi. Vous aurez un mot. Même les téléspectateurs ne seront pas contents. Et je voudrais ici vous démontrer que, du point de vue de la sociologie politique, il y a deux types de tribalisme. Le tribalisme organique, c'est-à-dire celui qui amène des gens à constater que lorsque des individus ont des sociétés privées, des quincailleries, des hôtels, des boutiques, des ventes emportées, etc., ce ne sont que leurs frères qui sont dedans. Et ces gens veulent donner des leçons à Paul Biya, qui tient l'État dans la diversité. Allez vérifier ce que je dis. Allez voir qui vend dans leur boutique, qui est dans leurs hôtels, qui est ici, qui est là. Vous allez comprendre que les gens veulent tromper les autres. Allez voir. Non, il y a un mélange. Le tribalisme organique, donc, je me souviens, a été aussi initié par certains intellectuels. Lorsque vous dites ethnofascisme, moi j'ai suivi ce débat. Ce débat prend corps parce qu'à l'époque, permettez-moi d'aborder ma casquette ma toge d'universitaire. Il y avait à l'époque Kenya Pokam qui avait écrit La problématique de l'unité nationale au Cameroun. Le livre est là. Il démontrait que c'est parce que partout, on ne met pas suffisamment en valeur une certaine tribu qui, lorsqu'elle est quelque part, il y a le développement. C'est quelle tribu? Il parlait des Bamileke. Allez lire Victor Kamga, le dynamisme Bamileke. Attends, laissez-moi pour aborder ma toge d'universitaire. Allez lire cela dans le dynamisme Bamileke. Molo Diana a donc pris la plume. Il a fait une synthèse, il a appelé ça ethnofascisme. C'est-à-dire que l'ethnocentrisme que vous avez évoqué a l'effet de montrer que c'est une seule tribu qui est meilleure. Mais à côté, il y a l'État
qui a également ses missions. Mais quand on regarde effectivement ce qui se passe au sein de l'État, on se rend effectivement compte que si l'État de tout temps s'est battu pour éviter ce type d'identité macabre, mais dans une certaine pratique, certaines tribus en souffrent. Et je voudrais ici vous dire, Dipita Tongo, que on est d'abord d'une ethnie, nous sommes d'abord des communautés avant d'être dans une république. Parce que les colons nous ont trompés. Et ils nous ont fait croire que nous étions d'abord des nations, alors que c'est l'État qui a précédé la nation en Afrique. Permettez-moi de chuter, je ne vous ai pas coupé. Et sur ce point, je reprends le cas de nous. Pour terminer. Oui, voilà, chronométrez après cette émission, vous allez voir que les autres parlent plus que moi. C'est pas grave. Bien, vous avez raison parce que je suis beaucoup plus pondéré en tant que militant du parti biaïste. Et sur ce point, je vais vous dire que, prenez le cas de nous les Sawa. Encore que moi qui vous parle, je suis de mère Betty, dont ma grand-mère maternelle est Ewondo, de Yaoundé, Edouard, et mon grand-père maternel est Eton. Et je suis de père Sawa, avec une grand-mère maternelle, Douala, de Bonakwamouan, et un père Yabassi, de Bonabeke. Donc ici, sur ce plateau, je suis le plus métis du plateau. On ne peut pas le dire. Vous êtes métis? À plus d'un titre. Vous êtes Douala à 100%. Pas seulement, ma mère est de Lodolphe. Vous le savez. Ah oui, bravo. Donc voilà, je ne sais pas. Du sang pygmée. Je comprends pourquoi vous êtes aussi dynamique. Parce que c'est le métissage réel qu'il faut à ce pays. Les gens disent qu'ils ne sont pas tribalistes, mais leurs pères sont de leur tribu, leurs grands-pères sont de la même tribu, le père, la mère, les enfants et les grands-parents. Alors pour terminer, nous les Sawa, du point de vue institutionnel, lorsqu'on dit, voilà la règle de jeu, toutes les tribus peuvent être représentées et on peut accepter le mixage. Ce n'est pas le cas chez les autres. Prenez le cas des dernières élections sénatoriales. J'étais à côté du ministre d'État Esso. J'ai dit au ministre d'État Esso, ouais, Moutoudou, comment tu peux comprendre que nous, au littoral, et c'est normal, nous avons des sénateurs qui ne sont pas originaires de notre région. Ouais, Moutoudou, toi qui causes avec le président, est-ce qu'on ne peut pas aussi appliquer ça au centre, au sud, à l'ouest et ailleurs? Mon père Laurent Esso ne m'a pas répondu. Nous sommes la seule région et c'est ça qui crée des frustrations. C'est ça qui réveille le tribalisme. C'est le manque de repères. Lorsque dans certaines régions, on peut vous donner des sénateurs qui ne sont pas de chez vous. Ou encore dans certaines régions, on peut insulter nos chefs. Parce que moi, je connais des gens qui, chez eux, ne peuvent pas insulter les chefs. Comme on l'a vu avec mes pères chefs, au peut-être qui ne voulaient pas le monument de Oum. Mais chez nous, les Sawa, les gens pensent qu'ils peuvent tout faire. Donc je pense que c'est un manque de repères et c'est un manque de respect qui incite parfois au tribalisme. André Litermeka. Non, c'est un débat très intéressant. Je vous félicite aussi à double titre. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a une ethnie qui pense, je l'ai dit à l'entame, qu'elle a droit à la supériorité par rapport aux autres. Quelle ethnie? Parce que sur le plan démographique, elle est nombreuse. Sur le plan de l'économie, elle est dynamique. Elle se retrouve partout, dans les banques, les quincailleries et autres. Sur le plan même de la civilisation, je trouve que les villages sont électrifiés. Tous ont les moyens. Donc, par conséquent, ils ont droit à un certain nombre d'avantages. Et le prof a parlé, n'est-ce pas, de tribalisme organique. Moi, je parle de tribalisme défensif. Parce que dans cette conquête, dans cette superpuissance de cette ethnie, il y en a qui font un tribalisme défensif. C'est-à-dire qui essayent, n'est-ce pas, de défendre leur territoire. Moi, je prends le littoral parce que je m'y connais moins mal. C'est au littoral, comme disait le prof, qu'il y a un député du sud-ouest, origine du sud-ouest. Et les sénateurs. Et un sénateur... Quatre même. 2 titulaires, mon frère et mon ami, le sénateur Kemajou, et l'autre Pierre Flambonga, et 2 suppléants, Kanzan et puis Kemajou encore. Or, à l'ouest, nous avons nos frères qui sont de Sancho, les frères Sawa, on a des Mbo de l'ouest. Finir. Et maintenant, c'est mon camarade, lui et moi, on n'a pas de problème quand je lui prends une seconde. Il faut quand même qu'il ait le temps de parler. Oui, alors il faut comprendre que nos frères de Sancho, qui sont aussi les Mbo, le président a prescrit la diversité. Pourquoi vous ne les avez pas mis sur les listes des sénateurs?
André Lutemeka. Donc, j'étais donc en train de dire que cette tribu donc se prévale dans un certain nombre d'avantages. Et aujourd'hui, ils ont un messie qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. Moi, je le dis ici, aux Camerounais, je n'ai aucun problème que Maurice Kamto engage tous les Bamileke, puisque les autres partis le font. Le docteur Damoun Damdjoya à l'Ebamou, j'ai vu le ministre Chiruma en Gaoundéré récemment, dans le Grand Nord. À Pitois. À Pitois. Monsieur le chairman fait ses réunions chez lui, à Darikon, dans son village. Dans sa maison. Ce n'est même pas dans un hôtel, dans sa maison. Pour moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis Jamen dit qu'il ne faut pas croire à Paul Pour Biya. moi, je ne sais pas pourquoi on envoie au RMRC d'engranger tous les Bamileke et les Baham. Moi, je n'ai pas ce problème. Parce qu'il faut reconnaître que chaque leader doit avoir un fief électoral. Le fief électoral existe, il faudrait qu'il y ait une filiation, le leader soit reconnu quelque part dans sa lignée familiale. Mon problème, c'est d'utiliser la fibre tribale contre les autres. Et il ne faut pas que les gens se leurrent ici. La montée est extrêmement... Moi, j'ai l'avantage d'être sociologue, j'observe ça avec beaucoup d'intérêt. La montée de l'ethnofascisme est extrêmement croissante. Il y a la théorie de la bêtisation. Ce sont les bêtis qui ont tout volé. Ce sont les bêtis qui sont des feignants. Ils ont pris l'État comme une vache à lait. Ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est que quand on arrête un bêtis, oh, c'est un voleur. Mais quand on arrête un Bamileke, oh, vraiment, c'est les bêtis qui l'ont noyé. Parce que les bêtis sont derrière. La technique du camouflage. Et le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre que ce pays, nous sommes des communautés. Nous sommes l'Afrique des villages. Et dans ces communautés-là, il y a une certaine partie qui doit revenir, n'est-ce pas, à ces communautés. Et ces communautés doivent se respecter. Je prends encore un exemple. Parce que le véritable problème, c'est l'équilibre régional. Lorsque on nomme les ministres, les gens, il n'y a pas de critères de nomination des ministres. On dit que c'est discrétionnaire. Et ça crée un problème dans l'ascenseur social. Parce que lorsque une ethnie ne retrouve pas sa représentativité, effectivement, ce n'est pas l'ethnie à la base qui pose problème, c'est l'élite qui instrumentalise l'ethnie pour une revendication. Parce qu'il faudrait qu'on arrive au niveau des quotas. L'équilibre régional, l'Ouest à 12%, le littoral à 12%, le Nord-Ouest à 12%, l'Est à 4%, le Sud à 4%. Et le prof a expliqué tout à l'heure que s'il fallait respecter tout ça, il y aura, n'est-ce pas, des communautés qui seraient restées en arrière. Mais le véritable problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un problème Bamileke dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le chef de l'État a feinté, parce que je peux le dire, a feinté, a essayé de remodeler la carte politique nord-sud. Il a donné un destin administratif à l'ouest, au Sénat, mais je suis surpris encore qu'il y a des partis politiques qui caporalisent l'ethnie et qui instrumentalisent l'ethnie contre l'État. Merci, André Luther. Célestin Djamène. D'abord, je voulais réagir parce que tout à l'heure, Pascal a évoqué la question de chef Sawa. Je me suis exprimé sur cette question dans certains canaux pour dire en deux mots. D'abord que dans cette ville de Douala, savez-vous que jusqu'en 1901, la ville de Douala s'appelle Bassa. La ville de Douala. Ce n'est pas un décret colonial allemand de 1901 que Douala devient Douala. Le Vouri s'appelait Bassa. Donc, pour le mausolée de la statue de Oumniobe, il faut bien remettre, je n'aime pas les révisionnistes, il faut remettre les choses en place. Les Bassa, c'est trois peuples. C'est les Likpo, les Bakoko, les Likpo, les Bénin et les Bati. Ils sont ici, à Douala, depuis toujours. Donc les chefs bélois, à ne pas confondre, on n'a pas d'état au chef savoir, les chefs bélois ont posé un acte qui pour moi est inadmissible. C'est que vous ne pouvez pas dire à un chef est inadmissible. Vous voyez? Non. Moi je n'ai jamais... logique.
Le fils d'un chef bamileke vient de sucer la langue d'un individu. Luther parce qu'il a Le fils d'un chef bamileke vient de manger la langue et les yeux d'un enfant. Vous ne parlez pas de ça. L'histoire, c'est l'histoire. Non, ne parlez pas comme ça des chefs. Non, je suis un chef. Je ne peux pas tolérer qu'il parle comme ça des chefs de chez moi. Je ne suis pas d'accord. Vous aurez le temps de la véhémence tout à l'heure. Et j'en viendrai. Politique posé par le chef bélois est totalement inadmissible. C'est inadmissible de voir que les gens qu'on reçoit chez nous parlent comme ça de Non, chez nous c'est où? L'histoire est claire. Je vais vous rappeler l'histoire. L'histoire est claire. Ce n'est même pas vrai ce que vous dites. Les autochtones de Douala sont les Bassas. Vous vous trompez. Les Bakoko, les Badjob, les Ndoksoul, les Ndoko, ils sont les autochtones de la ville de Douala. Je vais vous répondre. Je vais simplement dire une chose. Il ne faut pas se livrer à un révisionnisme qui n'avantage personne, ni l'histoire du Cameroun. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, on dit... Revenons au débat. Je reviens au débat. Voilà, vous avez ouvert la brèche. Vous allez répondre après Fidèle Djoumissi. Oui, on dit que, pour moi, il y a une chose très simple. Moi, je ne peux pas penser un instant qu'on soit en république et qu'on puisse parler de tribus. C'est ça. Dès lors que l'État apparaît, on doit effacer ces mots qui font plaisir à beaucoup. Le mot a été lâché, Bamileke. Ça, c'est vrai. Comme si c'était un crime d'être Bamileke. Quand on parle de théorie, c'est écrit. Quand il a parlé de nazisme, il l'a écrit. Il a théorisé le nazisme dans un bouquin qu'on appelle Mein Kampf. Le dynamisme Bamileke. Quand Mussolini parle de fascisme, mais c'est théorisé. Le fascisme est théorisé. Montrez-moi un seul document Bamileke où on terrorise la soi-disant supériorité bamileke sur les autres. Mais le vous me permettez de répondre? Notez les questions. On prête aux gens. D'abord, nul n'a le monopole de, comment dirais-je, de l'horreur, du tribalisme ou quoi que ce soit. Dans toutes les tribus, il y a des bons et des mauvais. Maintenant, ne mélangeons pas la sphère privée. Vous êtes par exemple Yambassa. Vous êtes parfaitement en droit, si vous créez votre entreprise, de recruter des gens... Vous avez des éléments documentés sur tout ce que vous dites là? Sur les autochtones? Historique, oui. Ben évidemment, mais ça existe. Mais dans le département archéologie de Yaoundé, l'université de Yaoundé 1, département archéologie, les choses sont là, allez vérifier. C'est pas vrai. C'est vérifiable. Ok, poursuivez et puis vous terminez. Alors, je dis simplement que quand on parle de ethnofascisme, de ethnocentrisme, tous les mots en isme sont des idéologies. C'est-à-dire que c'est des croyances. On prête à l'autre une prétention à la domination. Mais attendez, on n'a jamais interdit à qui que ce soit de faire les affaires, d'entreprendre, personne. Savez-vous que au XVIIe siècle, parce qu'en vérité, les colons arrivent au XVe siècle, en Afrique, au Cameroun en particulier, les Portugais, en 1470, eh bien, les plus dynamiques à l'époque sur le plan du commerce, la négociation, c'était les Bassa. Et les Sawa, et les Douala. Les gens l'ignorent peut-être. Donc, l'histoire est dynamique. Aujourd'hui, les gens constatent peut-être que les Bamileke sont plus entreprenants, mais ce n'est pas un crime. Est-ce qu'il y a une théorisation de la supériorité Bamileke sur les autres? Parce que c'est très grave ce qu'on est en train de dire. On est en train de stigmatiser. On veut construire l'unité nationale. On est en pleine crise anglophone. Il y a encore des gens qui se tapent le luxe de vouloir stigmatiser les tribus. Merci. C'est indécent et parce qu'on ne peut pas construire une nation. Nous sommes une nation en construction. Oui. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Moi, je reprends la parole et beaucoup plus sur le point que le professeur Messangam Nyandine a développé parlant du tribalisme. Alors que le sujet que nous débattons, c'est l'énofascisme. Nous ne sommes pas venus ici débattre du tribalisme. On sait que tous les Camerounais sont tribalistes. Et que lorsqu'il parle des commerçants Bamileke qui ne recrutent pas... Moi, je n'ai cité personne. Vous avez dit leurs hôtels. Vous allez répondre. Vous avez dit. Allez-y. Nous ne mettons pas toujours et lorsque... dans l'administration, les gens font remarquer que la plupart des gens qu'on recrute, et que récemment, le cas le plus récent, c'est le concours de la police, où on a vu aligner les gens dont le nom a une consonance d'une seule tribu. Et vous ne dénoncez pas ça. Mais lorsque nous avons parlé de l'énofascisme, c'est par rapport à la politique, par rapport au pouvoir politique. Et plus précisément, le pouvoir suprême, c'est-à-dire la présidente de la République.
Et c'est ça qui pose problème au Cameroun. Ça pose problème parce que les gens ont entretenu une certaine illusion de ce que il y a une certaine tribu qui a le pouvoir économique et qui ne doit pas lorgner le pouvoir politique. Et c'est ça que vous avez, c'est les intellectuels du régime qui ont élaboré cette théorie et dont mon ami Meka a relevé tout à l'heure, c'est-à-dire Monon Zana qui avait inventé ce concept de l'énofascisme parce que et ils ne voudraient pas, c'est-à-dire ils ont décidé d'exclure que quelqu'un venant de cette tribu-là puisse accéder au pouvoir. Et Célestin Djamel l'a relevé tout à l'heure qu'il y a un ministre qui est encore en fonction dans les câbles de Wikileaks qui a relevé que celui qui va succéder à Biya, il ne peut être Bamileke, ni Betty, ni Sawa. Donc voilà le problème. Et on dit que des gens issus d'une certaine tribu ne peuvent pas accéder au pouvoir présidentiel. Et ça qui fait problème. Et aujourd'hui, il y a cette montée de l'énofascisme en raison de la montée en puissance du parti dont je suis membre, c'est-à-dire Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et avec son président, le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui on est en train de le taxer de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux, parce que il vient de ces tribus-là où on prétend qu'ils ont le pouvoir économique et qui ne doivent pas regarder la politique. C'est ça, et ça qui fait problème. Et également, il y a ce préjugé selon lequel beaucoup pensent que le président de la République, ça dit que l'ennemi à laquelle appartient le président de la République détient le pouvoir. Mais c'est faux. Célestin l'a démontré tout à l'heure. Le pouvoir est partagé. Le pouvoir, c'est un groupe. Même si c'est Kamto qui arrive, il ne peut pas gouverner seulement avec les Bamileke. Il est obligé de gouverner avec tout le monde. Tout comme Paul Biya le fait, tout comme Ahidjo l'a fait. Parce que nous sommes un pays profondément divisé. Si on ne le fait pas, on va tout droit à l'éclatement. À l'éclatement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la manipulation à des fins politiciennes, pour exclure certains de la prétention à gouverner le Cameroun. Pascal Chalman Messanga-Nyamdi. Moi, je voudrais d'abord préciser sur la fausse histoire ici présentée par Célestin Djamel. Cette vie de Douala, moi je vous donne des archives et des références. Allez lire un excellent ouvrage écrit par Prince Dika Akwanya Bonambela, Les descendants des pharaons à travers l'Afrique. Allez même voir l'histoire générale de l'Afrique à l'UNESCO. Si vous visitez l'histoire de Douala, on vous fait croire que c'était une ville qui s'appelait Bassa en 1901. C'est faux. Je vous donne un exemple. Les historiens nous écoutent. Les Bassa, les Pongo, les Ewori, les Yabassi, les Malimba appartenaient à un même père qui s'appelait Ewale. Vous savez, au moment où moi je vous parle, les initiés nous écoutent. Et ils voient celui qui raconte n'importe quoi et celui qui dit la vérité historique. Notre ancêtre commun avec les Bassa, vous n'allez pas nous diviser avec les Douala, les Bassa, les Pongo, les Malimba, s'appelait Ewale. C'était le père commun. Quand vous voyez par exemple le groupe Aqua, leur mère était Bassa et le père Ewale qui a mis au monde tous ses enfants. Donc quand vous venez dire que ici, ça s'appelait Bassa, c'est faux. Si. Non, ça s'appelait d'abord, historiquement, Ewale Teit, c'est en égyptien. Mais écoutez, laissez-moi vous parler. C'était le pays des Ewale. C'est faux, c'est faux. Bien. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ewale? Bon, et maintenant, je fais un passage là, pour vous dire qu'effectivement, il y a eu des migrations. Comme Bafoussam, vous savez que... Célestin, Célestin, Célestin. Non, Célestin, je ne permets pas. Vous reprendrez la parole tout à l'heure. Okay. Je vais vous dire quelque chose, Célestin, ne faites pas ça. Les historiens nous écoutent. Oui. Prenez l'Ouest. Vous avez voulu, pour nous humilier et humilier mes cousins et mes grands-parents, voilà. Vous avez voulu donner l'impression que les chefs, Bafoussam, jusqu'aux portes de Mbouda, ça appartenait au Bamileke, historiquement.
Vous qui prétendez bien connaître l'histoire. de l'Ouest. On ne parle pas de parle l'Ouest. pas de l'Ouest. Pourquoi vous parlez alors de nous, de Douala? Je suis Camerounais. Pourquoi vous ne parlez pas? Je suis Bon, Camerounais. laissez-moi alors C'est parler une de histoire l'Ouest. camerounaise. Laissez-moi vous donner C'est une ça, la leçon. dérive. Oh, vous voyez, ce C'est-à-dire qu'on se monsieur. comporte non pas en Je citoyen. voudrais vous c'est dire C'est que l'histoire du vous Cameroun. venez me vous dire reviennent. qu'il me coupe toujours parce qu'il est mal à l'aise. Vous Pas reviennent du comment? tout. Je vous dis que jusqu'aux portes de le grand groupe Grassfield était pratiquement aux portes de Mbouda, jusqu'aux portes de Bafoussam. À l'entrée, c'était les Tikars, les guerriers, qu'on a repoussés jusqu'aux portes de Fumban. Ce n'était pas chez vous. Oh, vous vous contentez de dire Douala n'était pas au Douala, Bafoussam était au Bamileke. Mais comme nous avons vécu avec l'histoire, comme aujourd'hui, nous reconnaissons anthropologiquement que un anglophone n'est pas forcément celui qui parle anglais. Mais un anglophone, c'est celui qui appartient à une zone qui a été colonisée par les Britanniques. Un francophone, anthropologiquement, n'est pas forcément celui qui parle français. Parce que vous verrez que, aussi bien chez les francophones comme chez les anglophones, dans nos villages, 80% des individus ne parlent ni français ni anglais. Ils parlent leur langue. Or, un francophone, c'est celui qui appartient à la zone ayant été colonisée par la France. Pour terminer et vous dire que, quand vous venez donc ici, parler comme ça de nos chefs, alors que le fils d'un chef Bouddha vient de manger la langue, le nez Moi, je et ne les parle yeux, pas d'amalgame. laissez-moi vous Je parler, parle- oui, vous croyez que c'est l'amalgame. pas fait d'amalgame. Vous voyez que C'est nous ne un venons pas individu dire que qui s'est livré si dans c'était... Ouais, il me coupe. d'anthropophagie. Bah oui, il fait l'amalgame. Mais là, je prends quand même la parole pour recentrer un peu le C'est débat. l'amalgame. Je voudrais Il y a qu'on un sujet comprenne, consacré à ça. je voudrais qu'on comprenne la montée de ce phénomène. Bon, la montée donc du Voilà. tribalisme est due à deux choses. Il y a d'abord le manque de repères. C'est vrai Historique. que, oui, le manque de repères historiques. Il faut revisiter notre école. Contrairement à ce que j'ai entendu dans ce plateau, commencer à dire à chaque enfant que tu es Bamileke, tu es Douala, tu es ceci, tu es cela. Mais tu ne peux pas exister s'il n'y a pas l'autre. Or, les colons ont voulu effacer notre histoire. Et deuxièmement, effectivement, là, je rejoins Célestin. Là, je suis un homme honnête. Lorsque il parle de questions de gouvernance, la gouvernance chez nous est très tribale. Récemment, j'ai appris qu'au port de Douala, on a recruté près de 200 personnes, tous venaient de l'Est, parce qu'à l'arrivée du directeur Cyril Ngo, il était étonné de voir qu'au port, il n'y a que 6 cadres de l'Est. Quand vous allez voir les écoles comme l'INAM, les écoles comme l'IRIC, quand un directeur arrive, chacun recrute dans sa tribu. Quand vous voyez les directions générales des sociétés. Et puis encore, là où je rejoins Célestin. Donc vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas d'accord avec les gars du MRC. Et Pourquoi? sur certains Pourquoi? points, jamais. Même s'ils sont logiques. Ils ne peuvent pas être logiques. Je voudrais donc vous dire que quand vous voyez la gouvernance Nous sommes l'adversaire administrative, nous sommes à l'adversaire l'époque- redoutable. à Nous l'époque, sommes leur adversaire la redoutable. preuve est que vous savez pourquoi je ne peux pas être d'accord avec eux. Vous êtes de quelle tribu, vous? Pardon? Vous êtes de quelle tribu? Moi, De quelle origine? je suis Camerounais. Non, vous avez honte de suis dire. Camerounais. Moi, je peux vous dire que je suis Sawa. Terminez, Mon- puis oui, on- oui, non, je vais faire simple, ça entre dans mon temps de parole. Moi, je suis Sawa. Paul Biya, le président national du RDPC, est Betty. Je suis du RDPC. Vous, vous êtes Bamileke. Je suis Camerounais. Le président de votre parti est Bamileke. Et vous avez même honte de dire que vous avez adhéré, comme par hasard, au parti de votre frère. Anglais C'est était une un parenthèse. Pour chuter donc, je vous prenais donc cet exemple. Une seconde. Ah, pardonnez-moi. Une seconde. Pour terminer. Une seconde. Ah, d'accord. On a coupé. On a un petit souci. Autant le groupe doit le reprendre normalement. Dis-moi, on était sur groupe. Aïe, aïe, Donc, aïe. ça veut dire que ça doit reprendre. Ok. Je reprends, je réintroduis. Merci. Je m'excuse une seconde. Alors, on va s'excuser, hein, une seconde, le temps que les machines reprennent, on est reparti. Nous excusons pour ce léger décalage et l'émission repart. Vous avez la parole d'ailleurs. Alors pour chuter, je voudrais vous dire que lorsque mon frère et mon ami Célestin Damé, sur ce point, je reconnais que Célestin est un grand esprit. Ce garçon n'est pas tribaliste. Mais sauf qu'il se trompe et il joue le jeu des tribalistes. Célestin, la main sur le cœur. Jamais. Lorsque tu vas lire, je me permets de te tutoyer, la problématique de l'unité nationale de Kenyepokam, notez ça, tu vas avoir malhonneur. Va lire le dynamisme Bamileke. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime les Bamileke.
Les Bamileke ont beaucoup de qualités. Je ne prononce pas le nom de X et Y comme il a prétendument ici dit. J'ai dit que certains ont, certains ont. Allez voir les commerces. Donc je suis en train de dire que ce qui est à l'origine de cette affaire, c'est le manque de repères. Et pour conclure, je crois aussi qu'il est temps que l'école primaire, l'université, le lycée prennent en charge une littérature de la conscience. À l'effet de nous montrer que, avant d'être anglophone ou francophone, nous étions camerounais. Et que la composante camerounaise, c'est plusieurs ethnies, et que ces ethnies sont complémentaires. Mais malheureusement, lorsque vous allez voir dans les structures ministérielles, je vous assure, Djipita Tongo, en tant qu'homme politique, biaïste, j'ai constaté quelque chose qui m'a fait couler les larmes. J'ai pris les statistiques des particuliers de chaque membre du gouvernement. Je vous assure que les gars vont même prendre leurs cousins qui cueillent le vent au village pour faire des particuliers. Je sors de là. Et c'est inadmissible. Voilà. Dans un pays où ceux qui font office de directeur de cabinet ne mettent que leurs frères. Je sors avec cette question à vous. De nos fascismes, il faut combattre cela. Avant les solutions. Messanga, juste une question. Hein. Oui, monsieur Tongo. Pourquoi est-ce que le président Biya a été intronisé dans tout le Cameroun? Ici, c'était à Banya, oui. Chez les... Ah oui. Chez les Sawa. Chez les Sawa. Oui. Le fond d'un fond au nord-ouest et un peu partout. Le nom ailleurs. Bon, et ça, c'est une question anthropologique. Vous savez que nous sommes des sociétés aussi ritualistes et mythologiques. D'ailleurs, je vais vous dire que je ne suis pas sûr qu'après le président Paul Biya, on va encore avoir un chef d'État qui va rentrer dans toutes les cuisines traditionnelles. De toutes ces grâces traditionnelles. Oui, mais sauf que si vous respectiez vos chefs à l'ouest, j'ai même l'impression que vous ne respectez pas les chefs. Sachez que lorsque vous vous attaquez à Paul Biya, vous vous attaquez à tous les chefs de l'ouest qui lui ont tout donné. Et je pense que pour répondre, je pense qu'on l'a fait également au sud pour l'élever au rang de dignitaire capable d'avoir la maîtrise du pouvoir. Le mélange André Victor Meka et puis les autres. La question de sortie. On est tous d'accord sur le constat. On a constaté qu'il y a une forte montée d'une forme de tribalisme, d'ethnofascisme et tout ce que ça comporte. Chez certains, pas chez tous les Camerounais. Alors, avec votre permission. Comment on en sort? Comment pas chez tous les... Fidèle. Non, excusez. Non, je n'excuse pas, je n'excuse plus. Je n'excuse plus. Vous êtes au MRC. Vous aurez la parole. Quand vous aurez la parole, vous êtes au MRC comme votre frère. Vous ne pouvez pas parler. Non, quand vous aurez la parole, vous allez répondre. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Alors, je disais, la question, c'est une question de sortie. On a fait un constat. Maintenant, comment on fait pour essayer déjà d'apaiser, de ramener tout le monde à la raison, de demander aux uns et aux autres je sais pas, de renaturaliser un peu le débat, mettre en avant vos arguments politiques, vos forces, éventuellement démontrer les faiblesses de l'autre adversaire, pour évidemment aller mériter le suffrage des Camerounais. Je commence par vous. Oui, je voudrais d'abord dire que un chef a deux dimensions. Il est chef temporel et chef spirituel. Bravo. Et ce que moi j'ai appris, n'est-ce pas, du chef, comment un best-seller, comment gérer intelligemment de ses subordonnés, des guides déshonnés, c'est que le chef doit être celui-là qui atteint le summum spirituel. Sinon, il n'est pas chef. Donc, le chef, c'est celui qui a quelque chose de plus que le subordonné. Et je crois que les Camerounais, dans leur assentiment général, ont permis au président Paul Biya d'être le chef des chefs. Donc, celui qui est chef spirituel et chef temporel. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Bon, y a-t-il le risque que le prochain président ait le même... Elle bénéficie des mêmes attributs traditionnels? Ça va être difficile. Contrairement au professeur, cela va se faire. D'accord, c'était juste une question. Cela va se faire. C'est bon, non, n'expliquez pas, c'est bon, allons-y. Disons que, Monsieur Dipita, le véritable problème, c'est la justice sociale et l'équité sociale. Il y a un problème de gestion de notre pays et de modèle de gouvernance. Parce qu'il faut le dire, lorsque un enfant qui est brillant en informatique sort de l'université, il cherche le travail, alors qu'on doit recruter les informaticiens, même à l'université n'est pas recruté. Lorsque vous sortez un projet, aussi lumineux que soit le projet, que ce soit à l'école polytechnique,
parce que moi j'ai visité Polytechnique, et que vous n'êtes pas financé, alors qu'il y a un plan triennal qui finance les projets, au lieu que les financements aillent retrouver les jeunes dans les écoles où il y a l'innovation, c'est les jeunes qui doivent aller vers les financements et qui sont véritablement flous. Il y a donc un problème, n'est-ce pas, de tribalisme, parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines ethnies ou des clans qui reçoivent des faveurs au détriment des autres. Et il faut que les Camerounais le sachent. Et les hommes politiques utilisent et instrumentalisent ces besoins à leur fin. Parce que, effectivement, c'est l'homme politique qui capitalise cela, comme j'ai l'impression que le MSC est en train de capitaliser cela. Qu'est-ce qui est donc proposé? Il faut que ce soit clair. Ce que certains partis politiques proposent, c'est le fédéralisme. C'est-à-dire, on crée des États. Mais le problème aussi avec le fédéralisme, c'est qu'il peut y avoir l'ethnophobie. C'est-à-dire que le fait que le tribalisme défensif, ou alors le fédéralisme opportuniste peut amener à ce que, lorsque vous êtes dans un État, que certains trouvent qu'il y a des ethnies qui dérangent, qui sont très conquérants, qui sont ethnocentristes et qu'on puisse les chasser. Mais je suis en train de dire que la décentralisation est le meilleur moyen de pouvoir permettre à ce que les communautés puissent s'exprimer dans leur territoire coutumier. Fidèle Djomessi, comment se ressaisir de tout cela? Oui, je voudrais commencer par répondre au professeur Messangam Nyandi. Tout à l'heure, quand il a parlé des sénateurs, les sénateurs du littoral qui sont de l'Ouest, et je voudrais lui rappeler que peut-être qu'il n'a pas bien lu la loi sur le code électoral, la loi électorale, qui parle de différentes composantes sociologiques. Et pourquoi vous n'avez pas pris nos frères de Sancho à l'Ouest? Sancho, on a nos frères beaux à l'Ouest. Vous n'avez pris aucun gars du littoral, aucun beau de Sancho. Vous pensez qu'on n'y a pas pensé? Pourquoi vous n'avez pas fait alors? Pourquoi vous n'avez pas fait? Mais c'est votre parti. C'est votre parti. C'est votre parti. Mais si C'est c'est le MRSC, ce ne sera pas comme ça. C'est pas mon parti, Voilà. c'est qui a pris au le littoral. C'est votre parti. Attendez, c'est pas mon parti qui a pris le littoral. Sachez qu'il y a les Mbo à Santou. Ils peuvent aussi devenir sénateurs. Je voudrais aussi indiquer que, contrairement à ce que mon ami Meka veut laisser entendre sur ce plateau, le MRSC n'est pas en train d'instrumentaliser la tribu. Loin s'en faut. Lorsqu'on lit l'idéologie du MRSC, contrairement à ce qui est répandu, il n'y a pas d'idéologie ethno-fasciste au sein du MRSC. Et le MRSC, c'est un parti qui rassemble toutes les tribus du Cameroun. Et contrairement à votre parti, le RDPC, contrairement à votre parti, c'est ça. Contrairement à votre parti, actuellement, dans le sud, il y a notre secrétaire départemental de la fédération du département de l'Anvila, monsieur Evina Narcisse, qui est menacé de mort tout simplement parce qu'il est boulou et il a décidé d'adhérer au MRSC. Vous avez compris? Merci, Fidèle. Moi, pour terminer, ma proposition, c'est que nous sommes dans une société qui est profondément divisée. Et comme disait Émile Durkheim, c'est une société qui est beaucoup traversée par la solidarité mécanique, c'est-à-dire l'affectivité pour les proches. Et nous devrions continuer à construire notre nation et à renforcer le sentiment d'appartenance au Cameroun avant l'appartenance au village. Et cela peut se faire de deux façons. Et c'est à ça que le MRSC va travailler. C'est-à-dire en développant d'abord les centres urbains. Parce que lorsque dans les centres urbains, il y a cette mixité. Ensuite, on développe le centre urbain, ensuite on développe les zones agricoles. Merci. Et tout ça. Et on développe aussi le mouvement syndical, parce que c'est dans ces organisations-là qui peut avoir des intérêts et qu'on peut aboutir à ce que je rappelle que j'ai quand même besoin de prendre votre réaction sur ce qui s'est passé à Bouddha. Je veux dire deux choses. Ce que j'ai dit sur l'autochtonie
du peuple Bassa dans le Vouri est parfaitement vérifiable scientifiquement à l'université de Yaoundé 1, département archéologie. En tout cas, nous sommes les frères Douala et Bassa. Peu importe. Ne jouez pas sur ça. Maintenant Parlez je de suis en train Bafoussam de et dire, autres. je suis en train de dire que, franchement, moi je suis stupéfait d'entendre des théories de république communautariste. Nous ne sommes pas des détribaliseurs. Nous reconnaissons l'importance de la tribu en tant que, comment dirais-je, entité culturelle. Nous sommes riches de nos différentes cultures. Moi, je propose, par exemple, qu'il y ait une journée nationale pour la fraternité nationale, c'est-à-dire que de lutte contre le tribalisme, ou de la crèche jusqu'à l'université, les collèges, les écoles, les lycées, qu'on enseigne aux enfants l'intérêt que nous avons tous à mettre de côté ces histoires de communautarisme. Comprenez? Parce qu'en vérité, en tenant un discours d'isolement, ça porte un bénéfice plutôt à ceux qui veulent nous maintenir, n'est-ce pas, dans ce joug de domination. Regardez par exemple, les Camerounais sont victimes des injustices multiformes qui aboutissent à la pauvreté. En vérité, il y a un club d'amis, et là, ils ne connaissent pas de tribu. Ils ne recrutent. C'est-à-dire que dans ce club d'amis-là, qui veulent nous anéantir, il n'y a pas de considération tribale. Le vrai ennemi du Cameroun, c'est la pauvreté. Si chacun avait son dû au Cameroun, Nous sommes d'accord. si chacun avait son dû, On en parlera les pas. identités primaires Merci, Célestin. seraient reléguées au second rang, évidemment. Merci. Et je commence par vous sur ce dernier point. Juste prendre votre... Seraient reléguées au second rang. Donc il faut tenir un discours rassembleur. Juste prendre une On ne réaction, peut pas construire au juste Cameroun prendre une réaction avec générale une seule sur tribu. ce Il qui faut s'est le passé dire, à merci. Bouddha. Un jeune homme, un jeune étudiant qui a assassiné et mangé sa victime. Il a dégusté des parties sensibles La langue, le nez. du corps humain. Dans des circonstances assez curieuses, ils se sont retrouvés chez un guérisseur. Oui. D'aucuns disent qu'il est un peu... il a des problèmes, il a des troubles psychologiques. La victime même aussi semblait en avoir. Bref, je voulais juste avoir votre réaction là-dessus. Je commence par vous, Célestin. Oui, ce n'était pas un jeune qui avait des troubles récurrents. Je pense qu'aujourd'hui, ça pose la problématique de la jeunesse au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils veulent s'enrichir très vite. Il faut bien reconnaître au Cameroun, il y a des gens qui Donc, rentrent il aurait touché à dans des certaines sectes, bien sûr, dans certaines organisations ésotériques néfastes, parce que, complètement manquant de lucidité, ils pensent qu'il faut aller vite, à tous les prix et par tous les moyens. Merci. Et voilà donc ce qui lui arrive, effectivement. Il s'est mis à pratiquer de l'anthropophagie. C'est dommageable. Le problème, c'est que cette jeunesse camerounaise, ça pose la question de l'abandon de la Merci jeunesse Célestin, on a camerounaise. peu de temps de développer. André Luther Mekas, Fidèle, et puis Pascal Messanga. D'abord André Luther. Oui, bon, moi j'ai remarqué cela. Il paraît qu'il avait une déficience mentale. Et lorsqu'on voit même les pratiques sont tout à fait des pratiques des cercles ésotériques du village. Et c'est là que je constate que, contrairement à ce que les gens veulent penser, ce n'est pas seulement les sectes importées. C'est pas un truc village, hein, c'est Qui- pas un truc traditionnel. Si. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les pratiques. Célestin, nous sommes à la Toujours en train de conclusion. Ça n'a rien à défendre voir. des Non, il faut choses pas qu'il dise que c'est- indéfendables. Célestin, nous sommes à la Tu es conclusion. toujours en train de défendre C'était un des homme choses déséquilibré. indéfendables. On a Célestin, dit on qu'on ne ne développe coupe pas plus. quelqu'un. On ne développe plus, Célestin. Laisse gérer Que le ses champion idées. en coupure, Pascal. Alors, allez-y. Mais je n'ai pas coupé. Non, Je reprécise. Ah ouais, si. terminez, Je terminez. précise qu'il ne s'agissait pas d'une secte importée. C'est des cercles ésotériques, des cercles fermés, des villages. Et c'est à cela qu'il est Pas des entré villages. et qu'il voulait être riche. Et il a fait, n'est-ce Pas pas, un des certain villages. nombre de rituels. Notamment, il avait des problèmes mentaux parce qu'il n'arrivait pas d'après les informations, il n'arrivait pas à faire ces rituels. Et il a été imposé qu'il fasse ces rituels, il l'a fait. Et c'est là, je le rejoins, il y a un problème, n'est-ce pas, de la jeunesse, de l'encadrement de la jeunesse. Et ça revient toujours au problème de gouvernance. Parce que s'il y avait du travail, si on pouvait, n'est-ce pas... Il n'y a aucune avoir tribu qui mange des gens au Cameroun. Hein. Il n'y a aucune tribu qui Ouais, mange. Célestin, nous sommes à la conclusion. On a moins d'une S'il minute, y il y a avait encore deux personnes. l'encadrement des jeunes Terminé. et du travail, tout ça ne serait pas... Vas-y. Merci. Maître Fidèle Djomessi. Non, je pense qu'une enquête est ouverte et nous ne pouvons pas... C'est là, c'est déjà- l'avocat qui parle dessus. hein. Nous ne pouvons pas déjà Vous exprimez là-dessus. nous exprimer dessus. Il reste que Ouais. dans le cadre de l'enquête, certainement le juge, Là, il fait le tribalisme à juge l'analyse. d'instruction, le juge d'instruction va désigner un médecin Il a psychiatrique. peur qu'on dise que les Bouddhas mangent les Va gens. désigner un médecin C'est ça psychiatrique qu'il faut éviter de dire, justement. Il faut parce le que- dire. On a moins d'une minute encore. parce que nous sommes en face, Amalgame nous sommes en face d'un crime. Trop dangereux.
nous sommes en face d'un crime et moi je suis surpris que le professeur Messangam Diandi prenne ça avec beaucoup de passion. Merci. Nous sommes en face d'un crime. Pascal Donc, il y a un juge d'instruction qui va se pencher sur le dossier, qui va désigner et on aura les conclusions de la médecin, qui va désigner un médecin psychiatrique pour connaître l'état mental du présumé. Bref, l'enquête est en cours. Et s'il est avéré qu'il avait des déficiences mentales, il sera déclaré non coupable. Pascal Messanga, vous terminez. Moi, je suis anthropologue et mon analyse est froide. Ce monsieur a peur qu'on dise que les Mbouda mangent les gens. Moi, je peux vous dire que c'est le fils du chef supérieur Mbouda qui est sénateur RDPC. Et vous le savez. Vous dites que vous ne le savez pas. Vous savez, il y a des tribus qui mangent les gens. Non. Parce qu'on a constaté que ce monsieur a mangé la langue d'un jeune homme de 17 ans, le nez et autre chose. Et pour terminer sur ce point, je voudrais rappeler que lorsque, en relation avec le refus de reconnaître que chez les Mbouda, on mange la langue et le nez des individus, vous vous comportez comme certaines personnes dans mon parti qui, par tribalisme, je vous dis bien, au secrétariat général du RDPC, ont refusé d'investir l'embo de Siantou où se trouve Mila Assouté. Pour moi, ce monsieur a mangé et reconnaissant qu'il y a encore chez nous des tribus qui mangent les gens. Jean Côté mange les gens. Merci à vous, monsieur. C'est vous qui citez Jean Côté. Mais je constate qu'on mange les gens en Bouddha. Merci, monsieur. J'avoue, et je ne m'attendais vraiment pas à moi, que ça n'a pas été facile ce soir, au regard surtout de la sensibilité du sujet. Fatalement, on en est à ce constat. Le tribalisme a tendance, du moins le discours tribal a tendance à prendre de l'ampleur. L'intérêt pour nous ce soir, c'était d'interpeller les consciences et de contribuer à mettre un stop à tout cela pour revenir au débat politique en vue de l'année électorale. Bonsoir et à jeudi prochain pour entretien avec, je vais recevoir le commissaire principal Jean Moutassi et on va parler beaucoup des questions d'enquête criminelle. Bonsoir.